Et c'est parti. Alors, bienvenue à tous, si que vous soyez nouveaux ou habitués. Je vois beaucoup d'habitués quand même, hein, il y a de plus en plus d'habitués. Pour ce, je ne sais pas combien, tième meet-up du Club Power BI, on est à la 80 et quelques. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jérémy, qui parlera de justement Power Apps Portal associé avec Power BI. Évidemment, on est le Club Power BI, donc faut qu'il y ait quand même un petit lien. Et comme d'hab, on va passer notre agenda habituel, un petit peu de news communautaire, des news sur le produit, et là c'est Tristan qui va s'y coller avec des news sur Power BI Desktop. On laissera les news du service pour nos confrères des autres villes, pour le coup. Et ensuite, Jérémy nous présentera le sujet. Et bien évidemment, vous êtes amené à utiliser le chat. Alors, les grands classiques des réunions Teams. Essayez plutôt de ne pas activer votre micro, mais de poser vos questions sur le chat. Si la question sollicite l'intérêt, alors évidemment, il y a Tristan, il y a Joël, il y a Philippe, j'ai vu qu'il y avait plein de gens pour potentiellement y répondre. Mais si elle a un intérêt, on peut très bien interrompre. Hop, j'ai perdu mon diaporama. On peut très bien interrompre le flux et prendre vos questions s'il y a besoin, mais en tout cas, privilégiez le chat en premier lieu. Et après, la caméra, vous la laissez si vous voulez ou si vous ne voulez pas. Il n'y a pas de souci. Sachez que c'est enregistré. Hein. Je ne l'ai pas forcément suffisamment prévenu. C'est bien enregistré. Donc, si vous activez votre caméra ou si vous parlez, vous serez enregistré pour la postérité et diffusé publiquement sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez tout simplement appuyer sur le bouton « Quitter la réunion », hein, le gros bouton rouge qui est en haut. Allez, on est parti. On va démarrer avec les news communautaires. Donc, c'est vrai, comme dit souvent Tristan, on ne se présente pas souvent nous-mêmes. Moi, je suis Jean-Pierre Riel. À l'arrière, pourquoi je me présente un petit peu plus par rapport à d'habitude, juste parce que je viens de changer de boîte. Alors, techniquement, je n'ai pas changé de boîte. Hein. Il y a une autre boîte qui a racheté la boîte où je travaillais. Donc maintenant, je suis sous les couleurs orange d'Avanade. C'est bien parce que ça se rapproche du jaune de Power BI. Donc excite le bleu d'Azeo. Bienvenue au orange Power BI. Orange Avanade, pardon. Donc, trêve de publicité. Donc, moi, je suis Jean-Pierre, je suis l'un des fondateurs du Club Power BI. Avec Tristan, il y a maintenant assez longtemps, puisqu'on est à la saison 5,5. Et on fait un petit update sur les membres organisateurs que vous voyez tous les mois. On vous présente un petit peu qui y a derrière le Club Power BI et l'équipe. Philippe, justement, qui vient de nous mettre un petit sondage, un magnifique sondage dans le chat, qui représente Strasbourg. On a aussi Guillaume, je ne sais pas s'il est présent pour Lille, Tristan et moi pour Paris, Isabelle qui nous donne un bon coup de main parce qu'elle a une place très importante dans l'association, Lyon avec Marie et Thomas, Aix avec Joël qui est là et Franck, Nantes avec Mohamed, et avant il y avait un certain Paul qui était là. Alors Paul n'a pas disparu, on ne l'a pas liquidé. Paul à la base est spécialisé sur les sujets d'IA et donc il a souhaité se désengager un petit peu du club Power BI pour vraiment se consacrer sur son métier de base qui est l'intelligence artificielle. Donc on te souhaite bon vent Paul dans tes activités, mais de toute façon Paul est très présent dans les communautés, donc vous le reverrez dans d'autres événements qui ne parleront peut-être pas de Power BI mais plutôt de Databricks ou de Synapse ou de Python et des choses comme ça. Et vous voyez que sur ce slide, il y a trois petits nouveaux. Alors, je ne sais pas si Joël, tu as eu le temps de les prévenir, on a un peu dit ça à la fin, mais ils sont intervenus sur pas mal de meet-up, on les a déjà présentés un tout petit peu comme ça, mais ils n'étaient pas officiellement sur le slide, donc là, on les met officiellement sur le slide. On veut démarrer Bordeaux depuis maintenant presque un an, mais la situation sanitaire nous empêche d'avoir quelque chose de local avec des gens de la communauté du Sud-Ouest. Alors, c'est plus de Bordeaux, mais ça peut déborder un petit peu dans le sud-ouest. Donc, c'est Gaël, Yazou. Alors, je ne sais pas si c'était là, Yazou, hein, Yazou Terrou, mais j'utilise le petit diminutif et Christophe. Donc, ils vont nous démarrer la communauté locale bordelaise dès que ça sera possible. Mais on les fait intervenir. Donc, je crois savoir que ce qui est prévu, vous devez intervenir à Lyon, vous devez intervenir à Lille. Donc évidemment, ils font partie de cette belle équipe qui est le Club Power BI. On a hâte que vous puissiez construire votre communauté locale comme ça a pu être fait dans les autres villes. D'ailleurs, j'ai une dernière question à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des... Donc là, vous pouvez lever la main ou mettre des petits cœurs. Est-ce qu'il y a des gens de Bordeaux et sa région parmi les personnes qui sont présentes? Alors, j'ai le sondage, donc je ne vois pas le retour, mais n'hésitez pas. Voilà, je lance l'idée. Mettez des petits clap-clap ou écrivez-le dans
dans le chat. Donc, on aimerait, dès que c'est possible, on fera quelque chose de local. Mais évidemment, on va démarrer. On ne va pas attendre quelques années. On va essayer de démarrer le plus rapidement avec Gaël, Yazoo et Christophe. Donc, bienvenue au club. Bienvenue dans les orgas du club Power BI. Je vois qu'il y a le Pays Basque qui est là. Donc, s'il y a le Pays Basque, il y a le Sud-Ouest. C'est obligé. Hein. Au sud de l'Adour, c'est le vrai Sud-Ouest. Pour le coup. Christophe, je me permets de t'interrompre. Christophe et Gaël sont là dans le chat, ils sont connectés également. Yas n'est pas là, mais Gaël et Christophe sont là. Je ne sais pas s'ils ont le temps de dire un petit mot. Ouais, d'allumer la cam, de faire un petit coucou si vous voulez. C'est up to you. Allô? Oui, bonjour. Salut Christophe. Salut. Le son, tout va bien? Ouais, c'est bon. Bon, parfait. Donc, merci Jean-Pierre, Tristan de nous accueillir dans votre session et de nous présenter. C'est vrai qu'on a déjà échangé avec Lyon il n'y a pas très longtemps et puis on va s'incruster, je crois, à Strasbourg le 27 mai. Donc on est très content de pouvoir démarrer. Effectivement, il y a le confinement qui nous freine un peu, mais ravi de vous rejoindre en tout cas. Donc moi, voilà mon profil. J'ai un profil utilisateur métier pour répondre à ta question du début, métier de la finance plutôt. Et donc voilà, j'ai rencontré Power BI il y a à peu près 2-3 ans et je trouve que c'est un outil qui est super utile dans mon métier, dans le reporting financier et dans tout ce qui est data vis évidemment, mais aussi analyse financière. Donc je suis accroché à Power BI, je le lâche plus. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir partager pas mal de choses avec tout le monde. C'est bien, ça rééquilibre parce que l'équipe de base est quand même très IT, quand même. Ouais, c'est ça. Non, mais il vaut mieux être bien entouré quand même. Et Gaël? Ah, faut que tu actives ton micro, Gaël. C'est bon, on est bon là. Et Gaël, écoutez, j'espère rapidement vous retrouver. Je ne vais pas faire une grande présentation. Globalement, je travaille pour Axus. J'ai fait du Power BI il y a environ 2 ans. Et maintenant, voilà, je continue de promouvoir cette technologie avec les clients de la maison et puis et d'autres choses encore. C'est pour ça que j'ai répondu chercheur de l'espace. Parfois, vous voyez même passer des questions au niveau du club, des petites questions auxquelles je me pose et auxquelles tout le monde se pose encore. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger tous ensemble prochainement et que ça va être plutôt sympa. Donc, à bientôt, j'espère, sur Bordeaux. Voilà. Merci Gaël. Donc c'est important. Je voulais remercier aussi Joël parce que ça prend du temps aussi de gérer l'association, de gérer la communauté. Et voilà, il s'occupe de faire en sorte que vous puissiez intégrer, qu'on puisse démarrer. Parce que voilà, si on attend, je pense qu'on peut attendre encore un petit moment. Donc voilà, retenez ces visages. Surtout si vous êtes local dans la région bordelaise, parce que l'idée aussi quand même derrière cet assaut, c'est d'avoir des organisateurs dans toutes les villes, c'est de cultiver le local, même si aujourd'hui avec le online c'est un peu compliqué, mais c'est de cultiver le local. Donc voilà, retenez ces 3 visages et ces 3 prénoms, Gaël, Yazoo et Christophe. Allez, on reprend le cours de notre meet-up. Voilà. Et Nicolas, tu n'es pas de Bordeaux, donc voilà, c'est bordelais à la place, mais pas toi. Pour le coup. Allez, là je vais passer très vite. Retenez juste le powerbi.com. Vous avez tous les pointeurs, on le dit à chaque fois. Un forum. Gaëlle en parlait où elle pose des questions. Donc c'est fait pour justement poser toutes nos autres questions. D'ailleurs, Tristan va traiter un cas du forum tout à l'heure pour montrer que c'est bien. Ça nous donne des cas d'exemple pour le club Power BI. Jean-Pierre, je me permets de t'interrompre. Ouais. Il y a une question dans le chat qui t'est indirectement adressée. Où est le meet-up sur les fonctions temporelles de mars 2021 ? Il est toujours dans le Teams. Il y a le MP4. Il n'a pas été posté. Il n'a pas été publié sur la chaîne YouTube. On va le faire bientôt pour ceux qui ont posé la question. Voilà. Ouais, on est un petit peu chargé en ce moment, mais je pense que c'est un petit peu tout le monde. L'effet travail à distance rend les choses plus compliquées. Excuse-moi, je t'ai coupé. Continue. Ouais, mais en fait, tu as raison. Ça permet de rebondir sur le fait que sur le channel YouTube, il devrait y avoir normalement tous les replays de tous les épisodes. Donc d'ailleurs, je fais un petit appel aux autres co-organisateurs. C'est pas parce que il n'y a pas que moi qui peux le poster sur YouTube. Donc YouTube, le forum, et puis Meetup. Normalement, vous êtes rentré par cette porte-là, donc je ne présente pas les Meetup. On essaye d'en faire 2 à 3 par mois. Ça fait quand même un beau rythme depuis quelques années. Voilà. Et puis si vous voulez vraiment voir les news, il y a Twitter.
Mais la news, on en avait parlé déjà le mois dernier, la news communautaire, et je terminerai avec ça, et après je laisserai la parole aux gens qui parlent de Power BI, c'est la 4e édition du Power Saturday qui aura lieu le 5 juin 2021, qui sera toujours online. Hein, donc on a fait 2 en présentiel, on fait le 2e online. Donc c'est une conférence d'une journée avec plein de tracks, plein de sessions, plein de compétences, un truc vraiment carré, organisé, où il n'y a pas un mec qui parle de communauté pendant 10 minutes au début à saouler tout le monde. On va directement dans le vif du sujet. On a la 4e édition, donc c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Là, vous avez l'exemple de l'agenda qu'on avait l'année dernière. Donc vous voyez qu'il y a de tout. Il y a de la data, il y a du Power BI, bien évidemment, il y a de la Power Platform, comme par exemple le sujet connexe dont va vous parler Jérémy tout à l'heure. Il y a aussi de l'Office 365, du Teams, enfin bref, une belle conférence. Et je terminerai juste, je rappelle bien, ça s'appelle Power Saturday, donc le 5 juin est bien un samedi, et oui, on revendique le fait de faire des conférences le samedi, et on essaie justement de leur donner un aspect un petit peu plus léger, alors pas sur le contenu ou les compétences qu'on essaie de vous donner lors de ces conférences, mais voilà, quelque chose un petit peu plus fun. Donc on est en train de concocter, on travaille sur l'agenda avec une partie des organisateurs, hein, sur l'équipe d'organisation, et on a pas mal d'idées sympas qui devraient voir le jour la semaine prochaine, donc on en parlera au prochain meet-up. Mais retenez, le 5 juin, réservez une petite partie de votre journée parce qu'il y aura forcément une session qui vous plaira. Les inscriptions, Jean-Pierre, ça ouvrirait à peu près quand? En général, on les fait ouvrir un petit peu plus d'un mois avant. Donc 5 juin, ça devrait ouvrir pour le début mai. Voilà, globalement. L'idée, c'est que en général, quand le planning est prêt, on peut commencer à ouvrir les inscriptions. Mi-avril, fin avril, je pense. Ça devrait être. Si on est dans les temps, hein. On prend un petit peu de retard en ce moment, mais l'idée, c'est de respecter ce planning. Donc voilà, 5 juin, retenez, et j'ai terminé avec les news communautaires. Normalement, on le met à la fin, et moi, j'aime bien le mettre là aussi, que vous l'ayez en tête, parce que des fois, vous devez partir en milieu de meet-up. Donc retenez aussi les 3 prochains meet-up. Vous allez sur le site meet-up, vous aurez les dates. Hein. Donc le 23 avril, qui sera un meet-up en langue anglaise, puisqu'on accueille James Dale, qui est le créateur du composant IconMap, un excellent composant de cartographie. Joël nous fera une petite intro parce qu'il avait déjà traité de la cartographie il y a quelques temps. Vous pouvez retrouver ça sur le channel YouTube. Le 27 avril, on aura de la dynamisation de rapports par l'équipe de Lyon, et ensuite on aura Power BI et les API par l'équipe de Lille, pour le coup. Voilà. Tristan, ça va être à toi. Je te laisse ça, tu reprends la main. Ouais, je vais reprendre la main. Ouais. Merci JP. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi le cofondateur du Club Power BI avec Jean-Pierre. Je travaille chez DataPulse, une société de conseil et de formation principalement autour de la Power Platform, Power BI. On fait un peu d'Azure aussi maintenant. Donc je vais vous présenter les nouveautés sur Power BI Desktop de mars 2021, ainsi qu'un petit cas du forum. Comme vous l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, on ne parlera pas du service aujourd'hui. Non pas parce qu'on n'aime pas le cloud, au contraire, mais juste parce qu'on a fait un choix, une ligne éditoriale pour ce meet-up. Donc, on laissera ça à nos petits collègues sur les meet-up prochains. Alors, les nouveautés du desktop. Donc, la mise à jour d'avril n'est pas encore sortie. Ça ne saurait tarder. Il y a des choses super dedans, mais on ne peut pas vous en dire plus. Là, je vais vous présenter 2-3 nouveautés sympathiques sur la mise à jour de mars 2021. Donc, la première que j'ai mise en gras, parce que c'est ma préférée, c'est quelques nouveautés qui sont sorties sur les modèles composites V2. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne se rappellent pas, les modèles composites V2, on vous les a présentés en janvier dernier. C'est une fonctionnalité révolutionnaire qui est sortie dans Power BI en décembre 2020 et qui permet de croiser dans un même rapport ou dans un même jeu de données plusieurs jeux de données. Donc là, par exemple, à l'écran, je suis dans un modèle Power BI qui est connecté à un dataset Power BI sur les ventes, qui est croisé avec un fichier Excel de budget et un autre dataset sur les stocks. Donc, cette fonctionnalité est absolument révolutionnaire. Elle change à peu près tout dans l'approche d'un projet BI et dans la manière dont vous allez imaginer le rôle, la collaboration entre l'IT et les métiers. On a fait un meet-up dédié là-dessus en janvier, donc n'hésitez pas à aller le regarder si vous voulez creuser un peu plus en détail comment ça marche, quels sont les avantages et les inconvénients. J'ai un micro qui est ouvert, là, j'ai l'impression, Jean-Pierre, je ne sais pas si c'est... Ouais. C'était peut-être le mien. Alors, donc ça c'est sorti en décembre, c'est toujours en public preview, donc c'est pas encore, il peut y avoir encore potentiellement des bugs ou des petits problèmes, et il continue d'améliorer la fonctionnalité chaque mois. Et en mars 2021,
Il y a des petites nouveautés qui sont sorties, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a quelques contraintes aujourd'hui sur ces modèles composites. Avant, sur la première version, quand vous vous connectiez à un jeu de données Power BI déjà modélisé, vous perdiez les dossiers d'appartenance de vos mesures ou de vos colonnes, ainsi que les éventuelles propriétés que vous auriez définies, par exemple, sur le tri de vos objets. Alors, c'est particulièrement pénible parce que du coup, vous avez pris du temps à faire ça dans votre modèle de base, votre cube, votre modèle Power BI de base, et vous perdez tout ce temps-là une fois que vous êtes connecté avec un modèle composite, puisque dans la version 1, une fois que vous étiez connecté à ce modèle, vous perdiez ces fonctionnalités-là. Donc, ils ont récemment ajouté ça dans la version de mars. Donc là, vous voyez, je suis connecté en direct query, du coup, enfin, j'ai un modèle mixte, un modèle composite, et j'ai pu quand même récupérer les dossiers, les sous-dossiers de mes mesures. Donc, ça me permet de garder certaines propriétés du modèle. Et maintenant, on garde même aussi la propriété d'ordre de définition de tri, pardon, d'apparition d'une colonne. Donc là, par exemple, mes mois, années, ils sont bien triés. Je les avais définis dans le modèle de base et je les récupère bien ici. Donc, vous voyez, ils sont en train un petit peu d'améliorer cette fluidité, cette connexion entre votre modèle actuel et ce qu'ils appellent le remote model, le modèle de données défini de base dans Power BI. Alors, vous le voyez à l'écran, on ne récupère pas malheureusement encore toutes les propriétés du modèle de base. Par exemple, vous voyez qu'ici, ma mesure total sales, dans mon modèle de base, je l'avais formaté bien comme il faut, en euros, avec des séparateurs. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne récupère pas encore cette propriété-là du remote model. Bon, on est en train de mettre la pression à Microsoft pour qu'il le fasse, parce que pour moi, avec les problèmes de performance, ça fait partie des 2 plus gros problèmes qu'il y a aujourd'hui sur ces modèles composites V2 pour vraiment les utiliser à grande échelle et en prod chez les clients. Hein, le fait de perdre, enfin de ne toujours pas récupérer le format défini dans le modèle de base et d'avoir aussi des performances globalement pas vraiment au rendez-vous. Voilà, ce sont les 2 principaux freins aujourd'hui sur l'adoption, on va dire, en masse de ces modèles composites V2. Mais bon, rassurez-vous, c'est le début. C'est quelque chose de révolutionnaire et qui va beaucoup être amélioré dans les versions prochaines. L'autre petite chose qu'on ne récupère pas encore, mais ça ne saurait tarder, c'est la description de l'objet. Donc par exemple, si vous avez pris la peine de définir dans votre modèle de base, de décrire chacun des objets en leur donnant une description métier fonctionnelle, c'est une bonne pratique quand on développe des cubes d'entreprise qui ont vocation à être réutilisés. On ne récupère pas encore non plus cette propriété-là, mais pareil, ça ne saurait tarder. On voit qu'ils ont commencé à travailler sur les dossiers et sur la clé de tri. Donc ça veut dire qu'ils arrivent maintenant à récupérer certaines propriétés du modèle de base. Bon, je m'attends à ce que dans les prochains mois, on puisse carrément tout récupérer. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat là-dessus. Je vais enchaîner. Alors, en fait, je vous ai choisi quasiment que des nouveautés qui touchent à la modélisation ou au DAX. C'est même pas forcément fait exprès, mais c'était à mes yeux les nouveautés les plus importantes sur mars 2021. La deuxième nouveauté, c'est justement encore des nouvelles fonctionnalités et un nouveau layout sur la vue modélisation qui a beaucoup changé ces 12-18 derniers mois. Donc, la vue modélisation, c'est celle-ci. C'est celle qui vous permet de créer vos modèles sémantiques, vos modèles de données. Alors, il y a eu quelques petites nouveautés. En fait, désormais, la cardinalité, le type de la relation, donc one, many, est au bout, comme ça. Et la flèche est... Pardon, hop, là, je me suis trompé, j'ai fait n'importe quoi. Je vais l'effacer. Elle est au milieu. Voilà. Donc, c'est un petit changement de layout. Alors, il faut savoir qu'il y a eu un petit couac, parce que au début, ils avaient fait une chose où le one et le many le mettaient aussi au milieu de la relation, et... Disons que beaucoup de MVP, dont moi, on a fait pression pour que Microsoft supprime cette horreur absolue. C'était devenu illisible de lire un modèle de données avec des relations. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont voulu tout changer sur la vue modèle. Heureusement, ils sont revenus sur quelque chose de plus classique et plus lisible. Et c'est notamment grâce à certains clients et au MVP que Microsoft est revenu sur sa première décision. Donc là, maintenant, on est comme ça et c'est beaucoup mieux comme ça. Autre petite nouveauté aussi sur cette vue modélisation, vous remarquez ici que j'ai un petit symbole ici un peu discret, une espèce de... C'est pas une double flèche, moi je trouve que c'est pas encore complètement clair leur truc parce qu'on a presque tendance à confondre ça avec le sens de propagation du filtre.
En fait, ce petit symbole que vous voyez là, ça indique une relation faible. Là, en l'occurrence, j'ai une relation qui est doublement faible parce que non seulement j'ai fait une relation many-to-many, on le voit là, je suis du côté many aussi bien de la dimension que du fait, mais dans ce cas-là, je peux utiliser une relation many-to-many parce que je suis entre une dimension et un fait avec un filtre unidirectionnel à faible cardinalité. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de vous dire, c'est pas grave, c'est des sujets techniques de modélisation. Mais en tout cas, ici, j'ai une relation faible, puisque j'ai une relation many-to-many. Et en plus de ça, elle est doublement faible, parce qu'en plus, je croise ma table des produits qui vient de mon modèle de base avec le fichier des objectifs, qui est un fichier Excel en mode import. Vous remarquez qu'ici, j'ai aussi ce symbole-là, alors que je suis sur une relation one-to-many, qui normalement est une relation classique, unidirectionnelle et forte, qui ne pose aucun problème. Mais sauf que là, encore une fois, je croise des tables qui ne viennent pas du même modèle. Je suis dans un modèle composite, dans un modèle mixte, où je croise un dataset et un fichier Excel. Et donc maintenant, j'ai un petit symbole supplémentaire qui m'indique que ceci est une relation faible. Alors pareil, si vous ne connaissez pas ces concepts-là, je vous invite à les creuser lors de nos précédents meet-up, ou éventuellement, là, je viens de voir que Gaël a posté un lien sur un article de Marco Russo que j'allais mentionner sur les relations fortes et les relations faibles. Voilà, donc je vous encourage à creuser ces points-là qui sont extrêmement importants. Donc voilà les petites nouveautés sur la vue de modélisation. Moi, je les trouve plutôt bonnes. Je pense honnêtement qu'il devrait choisir un autre symbole. C'est une bonne idée de vouloir montrer à l'utilisateur ceci est une relation faible, parce que ça a plein d'incidences sur la performance, etc., les relations faibles. Néanmoins, la manière dont il le montre n'est pas forcément adéquate à mon sens. Quand on voit les problèmes qu'ont les utilisateurs à comprendre, la notion de propagation de filtres, etc., là, je trouve qu'on rajoute un petit peu de la confusion à des choses qui sont déjà pas simples. Mais bon, disons qu'ils vont quand même dans la bonne direction. Je parle de Microsoft, pas des relations. Il y avait une question oui. de Camille sur les modèles composites. Oui. Et c'est vrai que elle me l'avait déjà posé, je n'avais pas répondu. C'est sur le usage metrics. Tu sais, quand tu actives les usage metrics sur ton workspace et que tu as donc des informations, est-ce qu'il est possible de faire du composite sur ce modèle-là? Ah bah oui, c'est un dataset comme un autre, hein. Donc, en fait, là, aujourd'hui, la seule chose qui vous empêche, enfin, je ne l'ai pas testé, donc je pense que oui. Il n'y a aucune contrainte technique qui ferait que non. Aujourd'hui, quels sont les freins pour faire un modèle composite? Il y en a plusieurs. Bon, déjà, votre cube de données, s'il n'est pas dans le cloud, par exemple, si vous utilisez SSAS tabular, même en local, même sur une version très récente, même sur SSAS 2019, vous ne pouvez pas le croiser avec d'autres données. Ça ne marche pas non plus si votre dataset il est hébergé sur votre espace de travail à vous. Et ça ne marche pas non plus si votre dataset est hébergé sur un workspace collaboratif V1, c'est-à-dire les anciens workspaces qui étaient corrélés à Office 365, etc. Mais si vous avez fait tourner un dataset de métriques sur un workspace Power BI non personnel V2, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas le croiser avec d'autres données, parce que finalement, c'est un dataset comme un autre. Il y a peut-être un point à voir, c'est que comme c'est un dataset qui est géré par Microsoft et on voit qu'il y a de la RLS parce qu'en fait, il y a certaines métriques qui concernent plusieurs workspaces, est-ce qu'ils ne l'hébergent pas sur un truc un peu spécial? Donc à voir. Il y a peut-être un élément. Bon, voilà. on va tester, ouais. Et juste pour afficher, hein, donc le chat n'est pas là pour faire de la pub, hein, donc Monsieur Rakotondria. Donc merci de ne pas faire de la pub dans le chat, c'est pas trop le lieu, hein, globalement. Donc voilà. Tu peux reprendre. J'avais pas vu, mais ouais. Pas top. Ok. Pas d'autres questions sur le chat sur ce... Alors, encore une fois, là, je vous montre une nouveauté de cette grosse fonctionnalité. Vous avez certainement plein de fonctions sur cette énorme fonctionnalité qu'on ne pourra pas couvrir aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à aller voir nos meet-ups précédents sur ces sujets. Dernière nouveauté, toujours sur du DAX et de la modélisation, les facilités de filtre avec le Calculate. Donc, en effet, Microsoft a sorti... attendez, je vais vous le retrouver plutôt ici. Je crois que je l'ai fait là. Voilà. Vous pouvez désormais taper ce genre de code sans problème en DAX. Donc ici, j'ai une instruction, une mesure, qui regarde les ventes sur le code P6 ou sur la catégorie A. D'accord ? Donc l'espèce de double barre, c'est pour faire c'est comme si j'avais fait un OR. Auparavant, avant la version de mars,
c'était possible de faire ça, mais il fallait taper du DAX un peu plus complexe avec des filters et des halls pour pouvoir passer des instructions OR de filtres sur des colonnes différentes d'une même table. Donc aujourd'hui, Microsoft vous simplifie la syntaxe et vous permet de faire ce type de filtre sans forcément maîtriser tous les concepts sous-jacents et devoir taper une syntaxe avancée. Alors, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que moi, j'ai toujours un sentiment mitigé avec ce type de fonctionnalité, parce que ça souligne un petit peu... Microsoft est tiraillé entre deux tendances. À la fois, ils veulent faire un outil qui donne l'impression à des utilisateurs métiers que c'est simple, que c'est visuel, que c'est interactif, et globalement, il n'y a pas trop besoin de rentrer dans le code. Donc, globalement, ils vous disent, voilà, on vous donne accès à de la simplification syntaxique pour que vous puissiez taper du DAX plus facilement. Donc, on pourrait se dire, bon, bah, c'est super, ça ouvre la self-service BI et ça permet à des utilisateurs non techniques qui ne maîtrisent pas forcément les filters, les itérateurs, les fonctions all, de taper du DAX. Bon, ok, soit. Mais en même temps, ça masque parfois certaines complexités dans des calculs qui peuvent générer aussi de la frustration ou de l'incompréhension au moment où vous allez vouloir auditer vos résultats, comprendre vos calculs ou tout simplement avoir le bon chiffre, quoi. Et ces frustrations sont induites parce que Microsoft, quelque part, vous a masqué cette complexité en vous disant non mais regardez, maintenant vous pouvez taper ça de manière plus simple, alors qu'en fait, le code sous-jacent et les concepts sous-jacents pour faire tourner ce type de calcul doivent en fait être maîtrisés par un utilisateur Power BI qui veut vraiment être autonome et qui veut créer des solutions avec du DAX avancé. Donc, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que faut rester nuancé. Et il faut garder un certain recul par rapport à ces nouveautés. Hein, juste pour information, quand vous tapez une instruction comme ça, c'est bien, on a l'impression que c'est simple. Techniquement, ça revient à faire ça. Hein. Et là, c'est tout de suite moins simple. Voilà. Mais techniquement, quand vous faites ça, ça revient à faire ça en fait. Hein. Donc ça, c'est un exemple pour vous dire, ben voilà, Microsoft vous donne des portes et des clés pour faire des choses plus simples. Mais attention, ça faut pas non plus que ça vous donne l'impression que tout est simple en DAX avec Power BI. Ah, je ne sais pas s'il y a des réactions là-dessus ou des questions. Jean-Pierre, je pense que tu es assez d'accord. Justement, il y a une réaction de Magid qui est très à propos. C'est on peut faire des hooks avec les objets de la même table, sauf si en effet on écrit un filter avec toutes les conditions qui vont bien. Où là, vous allez pouvoir mettre des et des choses comme ça. Donc, on simplifie pour des choses simples en fait. L'idée, c'est ça, c'est que ça soit simple pour faire des choses simples. Et après, il faut apprendre le langage. Ouais. On simplifie pour faire des choses simples jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait, quand on glisse ce genre de mesures, on peut avoir parfois des comportements un peu différents en fonction de ce qu'on attend. Mais bon, peu importe, c'est un autre sujet. Moi, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens que Microsoft fasse ça. Mais voilà, à garder en tête. Alors, je vois que Bertrand a posté un truc sur un poisson d'avril. Je vois à quel article il fait référence, effectivement. Il y a 2-3 trucs marrants qui sont sortis le 1er avril sur le DAX. Il y a d'autres questions, Jean-Pierre? Parce qu'en fait, j'ai pas de double écran, là, je vois pas bien. Pour faire les barres, donc les informaticiens, on appelle ça des pipes, c'est Alt-GR et 6, en fait. C'est le troisième caractère que vous avez, la barre verticale, vous avez. Qui correspond où les informaticiens quand on apprend la logique, ou même en électronique, on l'a aussi, pour le coup. Ah. Alors, je la remets ici, et ça, effectivement, c'est équivalent à faire ça, en fait. Hein. Un OR, comme ça, si vous préférez. Voilà, toutes ces instructions sont équivalentes. Ok, on avance. Donc, c'est tout pour les nouveautés. Donc, voilà, 3 choses sur du DAX ou de la modélisation qui sont évidemment le cœur du produit, l'énorme valeur ajoutée de Power BI par rapport aux autres outils du marché. Alors, inutile de revenir dessus aujourd'hui. Un cas du forum, voilà, encore une fois, du DAX. Je me suis dit que j'allais rester dans la... Pourquoi changer de thématique? Donc, pour rappel, le club dispose d'un forum qui est peut-être ou pas voué à disparaître. On ne sait pas trop. En fait, la société derrière qui gère les user groups mondiaux est plus ou moins en train de faire faillite. Donc, pour l'instant, le forum est toujours là. Il marche. Vous pouvez toujours l'utiliser. C'est pas un forum qui est géré par le... Enfin, on gère ce forum, mais il est hébergé et géré techniquement par une boîte aux US. Donc, on vous tiendra au courant dans les prochains mois si jamais il faut migrer ou aller sur un autre lien. En attendant, pour l'instant, vous avez juste à taper clubpowerbi.fr
pour assister à avoir accès à nos différentes ressources, le Meetup, le YouTube et le forum. Et donc, il y a une question qui a été posée. Il me semblait qu'elle était plus récente, il y a 27 jours, mais en fait, je pense qu'il y a dû avoir une réponse. Voilà, il y a Guillaume qui a fait une réponse il y a 9 heures, donc moi, elle est remontée dans les suggestions. Bon, en gros, la personne veut faire une moyenne mobile en DAX, en indicateur, on va dire, assez classique. Alors, je vais vous montrer rapidement comment on fait ça en DAX. Donc, évidemment, j'ai un modèle de données avec une table calendrier. Ai-je besoin de revenir sur le pourquoi, du comment, du quoi de la table calendrier? Non, on ne fera pas ça aujourd'hui. En une phrase, vous avez besoin d'une table calendrier pour tous vos calculs et vos filtres temporels dans Power BI. Voilà, c'est dit. Donc, à partir du moment où on a cette table, on peut utiliser des fonctions en DAX qui vont permettre de jouer et de manipuler du temps. Donc là, par exemple, ici, je vais glisser. Là, on va travailler sur les quantités. Donc là, j'ai mes quantités par mois. Voilà, mes quantités de vente. Je vais créer un autre indicateur où je veux regarder, par exemple, la somme glissante de mes 6 derniers mois. Donc, je vais taper Total Sales Last 6 months. Donc, ça, c'est le nom de ma mesure. Alors, évidemment, je ne le fais pas en colonne, mais en mesure, parce que c'est un indicateur dynamique que je veux pouvoir recalculer à la volée en tenant compte du contexte d'évaluation et des différents choix faits par mes utilisateurs. Donc, par exemple, par mois, par zone géographique, par produit. Donc, je le fais en mesure. Et je vais dire Total Sales. Je vais utiliser une fonction qui s'appelle Date in Period. Alors, pour ceux qui existent un petit peu en DAX, qui ne savent pas trop quelle fonction utiliser, je vous recommande dax.guide, qui est la librairie du DAX. Vous avez notamment alors je vais retrouver ça ici, dans Time Intelligence. Voilà. Je vais vous mettre le lien dans le chat si ça vous intéresse. Voilà. Vous avez accès à toutes les fonctions qui vous permettent de manipuler du temps. Et il y a notamment cette fonction qui est très pratique quand on veut faire des plages glissantes, la fonction Date in Period. Donc voilà, ils expliquent un petit peu la syntaxe, ils renvoient vers des liens, des articles, etc. Donc moi, je vais l'utiliser ici, Date in Period, date. Ma start date, je vais lui dire, je vais récupérer la max date du contexte et je vais lui dire -6 mois, tout simplement. Donc, je formate ma mesure et je la glisse. Et donc ici, grâce à cette formule, par exemple, si on prend ce chiffre-là, août 2019, c'est bien la somme de août plus juillet de 3, 4, 5, 6. OK ? J'ai fait un cumul glissant sur 6 mois, assez simplement. Je me suis juste contenté de référencer la colonne date de ma table calendrier. Ma date de départ, c'est le max de calendar. Donc, dans ce contexte-là, précisément, en août 2019, c'est... Alors, je suis très nul avec les 30 et les 31. Est-ce qu'il y a un 31 août? Oui, je crois. Je suis toujours perdu, je ne sais jamais. Oui, hein? Oui. Donc, ici, mon max, c'est 31 août 2019. Et donc, il va me retourner une plage de dates virtuelles avec toutes les dates comprises entre le 31 août 2019 et -6 mois. Et donc, ça fait le rollback en virtuel. Évidemment, cette mesure, elle est autoporteuse. Donc, elle marche toute seule. Et grâce à la puissance du modèle de données et des mesures, je peux recalculer ce rollback à la volée par mois, par zone géographique ou par produit. C'est ça l'intérêt de le faire avec Power BI et de le faire notamment avec une mesure. Donc ça, c'était pour faire un cumul glissant. Alors évidemment, comme ça a été suggéré dans le forum, on peut dynamiser ce chiffre-là avec une table déconnectée. Je ne vais pas faire ça aujourd'hui. On a beaucoup parlé dans le forum, dans le chat, sur la chaîne YouTube, sur les meet-up. Vous avez plein de méthodes qui vous expliquent comment dynamiser ce -6. Et puis si on voulait faire une moyenne mobile, il suffit juste de rediviser par le chiffre en fait, pour pouvoir effectivement non pas avoir le cumul, mais la moyenne, puisque c'était ça la demande initiale. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis Total Sales, c'était Total Sales Quantity. Alors évidemment, on peut un peu complexifier la chose en se disant je veux calculer la moyenne mobile sur 6 mois qu'à partir du moment où j'ai au moins 6 mois d'historique, parce qu'effectivement sur les premiers mois ici, ça n'a pas trop de sens de faire une moyenne mobile de diviser par 6 ce chiffre-là, alors qu'en fait on n'a que 3 mois de données.
Je pourrais vous le coder en 30 secondes, mais ce n'est pas forcément le but d'aujourd'hui. On peut en discuter sur le chat si vous voulez. N'hésitez pas à proposer vos réponses sur comment vous feriez pour calculer ce rollback de 6 mois, qu'à partir du moment où on a au moins 6 mois d'historique. Ce n'était pas la demande dans le forum, mais c'est une question qui revient aussi souvent. Si vous voulez, Donc, voilà. vous postez la question dans le forum et voilà. Voilà. Il y avait quelques questions. Il y a Gaël justement qui était sur le cumul en semaine, ou en tout cas la même chose, mais à l'échelle de la semaine. Je pense que c'était quoique là, tu es sur 6 mois, c'est ça? Alors là, la question du forum, c'était de travailler sur les mois. Globalement, quand vous voulez travailler avec des semaines en DAX, c'est plus compliqué. Il n'y a aucune fonction en DAX native qui vous permet de travailler la semaine. Alors, vous pouvez extraire le numéro de la semaine dans une colonne. Il y a une fonction week num, comme ça, voilà, qui permet d'extraire le numéro de la semaine. D'ailleurs, si vous utilisez le deuxième paramètre 21, vous pouvez même travailler directement avec des semaines ISO pour faire en sorte que vos semaines aient tout le temps la même durée et que ça déborde éventuellement d'une année à l'autre, mais pour pouvoir gérer par exemple la comparaison du lundi, le premier lundi de l'année avec le premier lundi de l'année d'avant, par exemple, des choses comme ça. Mais dans la plupart des fonctions natives en DAX, comme date in period, date add, ne vous permettent pas vraiment. Il n'y a pas de week to date, il n'y a pas de last week. Pourquoi? Parce que la manipulation de semaine fait appel parfois à des notions un peu plus complexes, parce que la manière dont vous avez découpé votre année en semaines peut varier. Et donc, en général, ce qu'il faut faire quand on travaille avec des semaines, c'est il faut précalculer vos numéros de semaine dans la table calendrier, avec une colonne soit en Power Query, soit en DAX. Et ensuite, il va falloir faire ce qu'on appelle du custom DAX, c'est-à-dire qu'il va falloir reprogrammer vous-même en DAX la logique que pourrait avoir une fonction native. Parce qu'en fait, là, vous avez une fonction native qui gère le rollback de 6 jours, mois, quarter ou année. Mais techniquement, ça répond à un algorithme derrière que vous pourriez vous-même recoder en DAX, en fait. Et c'est ce qu'il faut faire, notamment quand on travaille avec des données à la granularité semaine. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... En tout cas, j'aurais dit la même chose. Donc, bon, ben voilà. Il y avait une autre question éventuellement qu'on pourrait prendre, c'est toujours de Gaël. C'était, est-ce que c'est une bonne pratique de déclarer finalement ta calendrier comme la table de date en fait? C'est toujours le débat de savoir si le petit bouton définir en tant que date est utile ou pas quand tu es sur ta table et dans outils de table, je crois. Ouais, tout à fait. Oui, c'est toujours mieux de le faire. En fait, ici, effectivement, vous avez un menu. Si vous faites un clic droit sur la table calendrier, vous pouvez dire expressément au moteur au modèle de données, ceci est une table date. Ça va avoir plusieurs avantages. Globalement, c'est surtout vrai sur des grosses volumétries, mais ça optimise ou ça fluidifie un petit peu vos calculs temporels. Pour moi, le vrai avantage qu'il y a en faisant ça, c'est que si vous utilisez des clients qui ne parlent pas le DAX comme outil pour requêter Power BI, par exemple Excel, si vous voulez faire un tableau croisé dynamique Excel qui est connecté à votre jeu de données Power BI, si vous n'avez pas expressément dit dans votre cube Power BI ceci est une table date, Excel ne va pas vraiment comprendre que c'est la table date. Et donc, par exemple, alors je ne dis pas que vous pourrez faire aucun calcul et filtre temporel, globalement ça marchera, mais par exemple, il y a des segments temporels dans Excel. Vous savez, ces petits slicers là où vous pouvez mettre des frises en fait. Typiquement, si vous n'avez pas activé cette propriété-là dans votre modèle de données, votre tableau croisé dynamique Excel ne pourra pas utiliser un segment temporel s'il est connecté à un modèle de données Power BI qui n'a pas activé le fait de marquer ça en table de date. Voilà, donc c'est des petits détails, mais globalement, si c'est là, c'est qu'il faut l'utiliser, c'est mieux de le faire. Ouais. Good. Voilà. On enchaîne ? Allez, écoutez, désolé, on a débordé, on avait prévu de finir ça vers 19h10, donc on a un petit peu débordé. Peut-être c'est parce qu'on est bavard. Donc merci à tous pour vos questions. Et maintenant, on va laisser la parole à Jérémy qui va se présenter et qui va nous parler de Power Apps Portal et Power BI. À toi, Jérémy. Bonjour tout le monde, vous me voyez et vous m'entendez? Ouais, nickel. Donc, j'ai plus qu'à partager mon écran. Hop. Et donc l'idée, voilà, c'est de créer un site
un site web externe en fait avec la Power Platform grâce à Power Apps Portal et Power BI. Mais avant tout, je vais me présenter rapidement. Je suis Jérémy Laplaine, je suis le cofondateur de NeoReads. On est une société en fait où on travaille beaucoup autour de la Power Platform, que ce soit du Power Apps, Power BI. Et moi en particulier, voilà, je suis venu du monde d'Excel. C'est comme ça que j'ai connu Tristan d'ailleurs. Et puis vers Power BI et puis depuis Power Platform. Et notamment à travers un gros projet pour un client qui avait besoin d'un site web externe avec du Power BI. Et ça, le site Power Apps Portal venait juste de sortir. Et donc, on s'est dit pourquoi pas et on s'est lancé dedans. Et voilà, et comme tout nouveau produit, on a bien galéré au début et donc on a appris plein de choses. Aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus stable qu'il y a 1 an et demi quand on l'avait fait. Donc, l'idée, c'est de vous parler du portail. Je ne vais pas faire parler non-stop de la théorie, qu'est-ce qu'on peut faire avec, ces choses-là. L'idée, c'est que je vais vous expliquer très, très succinctement ce qu'est le Power Apps Portail. Et ensuite, je vous ferai une démo. En fait, l'idéal, c'est on va construire un portail et puis on va intégrer du Power BI directement dans le portail. Et vous allez voir que il n'y a pas besoin de code comme j'ai fait tout à l'heure dans ma copie d'écran. C'était juste pour faire peur. Du coup, le Power Apps Portal, donc c'est jusqu'à ce qu'on puisse l'utiliser. On avait Power Apps dans lequel on pouvait intégrer des tuiles Power BI et créer des applications. Mais il y a un besoin pour certains de nos clients ou certaines entreprises de pouvoir créer des portails web, des sites web externes en fait. On pourrait utiliser les données directement d'Office et donc notamment le Dataverse, donc, qui est le Common Data Service, l'anciennement Common Data Service. Et l'idée, c'est de pouvoir également utiliser un peu tous les outils de la plateforme Microsoft, comme intégrer du SharePoint, comme intégrer du Power BI et puis créer des formulaires de saisie et des choses un peu classiques. Et l'autre avantage de ce portail, c'est qu'on peut également, comme c'est du web, on peut programmer, pour ceux qui veulent programmer, rajouter du JavaScript, rajouter du CSS, du HTML, voilà, faire pas mal de choses derrière dans le portail. Bon, moi, ce n'est pas mon expertise, donc je ne vais pas vous perdre avec ça, il n'y a pas de problème. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir créer son site web et de pouvoir se connecter derrière, soit en étant non connecté, on peut aller sur un site web comme ça, ou soit on va pouvoir se connecter avec un compte Google, avec un compte Azure, Facebook, il y en a pas mal, LinkedIn, et je vais vous montrer tout ça. Le Power Apps Portal, donc si on regarde un peu la Power Platform, en fait c'est un service de Power Apps. Derrière, on va avoir de la Power Platform, on va bien voir les 4 briques qu'on connaît déjà, Power Apps, Power BI, Power Automate, Power Virtual Agent. Et tout ça, on va pouvoir l'intégrer et l'utiliser avec le portail. Et bien sûr, le portail, toutes les données sont sur, alors c'est écrit Common Data Service, mais en fait, c'est sur le Dataverse. C'est une vieille image. Donc, pour mieux comprendre, je vais vous faire une petite démo. Mais avant tout, il faut créer un site. Donc, pour créer un site, comme ça prend un petit peu de temps, le temps que tout se fasse, je vous ai mis quelques petites copies d'écran pour que vous puissiez voir. Et donc, l'idée, c'est, je vais vous montrer quand même directement. Alors, ça, c'est un exemple que j'ai fait. Donc, vous pouvez voir ici, on a une page web directement avec des onglets. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire là aujourd'hui. On va pouvoir se connecter et puis aller voir directement du Power BI qui est directement embedded, embarqué dans le portail. Donc, pour créer un portail, voilà, on peut imaginer, je me suis amusé à faire un peu de couleurs, différentes choses. Donc, pour aller dans le portail, première chose à faire, c'est d'ouvrir Power Apps. Et quand on ouvre Power Apps, il va falloir créer un environnement. Alors, on peut utiliser l'environnement par défaut, mais il faut savoir qu'on peut créer uniquement un seul portail par environnement. Donc ici, c'est pour créer les environnements. Et voilà, vous avez pas mal d'environnements possibles à créer. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir créer un portail. Et donc, on va aller dans Applications. Et pour créer un portail, on va faire Nouvelle application, Portail.
Évidemment, là, je ne vais pas pouvoir le faire puisque je l'ai déjà créé pour l'occasion pour aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer juste les petites copies d'écran. Donc, l'idée, bien sûr, c'est de faire un portail à partir de 0. Une fois qu'on l'a créé, on va avoir un provisionnement du portail qui va prendre des fois 2-3 minutes, des fois 10, 15, 20 minutes. Donc, je n'ai pas voulu prendre le risque pour aujourd'hui. Une fois que c'est fini, on a plusieurs choses qui apparaissent. On a ici l'application Club Power BI, enfin le portail, donc je vais vous montrer même en direct. Le portail ici, donc voilà, on voit que c'est un portail. Et on va avoir une autre application qui s'appelle Gestion du portail, qui va permettre de gérer le site que j'ai appelé Club Power BI Live. Une fois qu'on a créé ce portail, la première chose qu'on va faire, c'est regarder les différentes options qu'on va pouvoir avoir. Et quand je clique, alors là, j'ai une version d'essai, il expire dans 28 jours. Je vais avoir plusieurs options et je vais avoir notamment les paramètres. Donc, les paramètres, si vous voyez sur la droite, je vais avoir les paramètres d'authentification, d'administration et de paramétrage du site. Le paramétrage du site, c'est la gestion du portail. Là, je vais vous montrer rapidement les paramètres d'authentification. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir directement connecter, l'utilisateur va pouvoir se connecter soit avec une connexion locale, donc, qui est activée par défaut, soit avec Azure Active Directory, qui est également activé par défaut, où vous allez avoir toutes ces possibilités. Donc là, il va falloir les configurer. Pour les configurer, en fait, quand on clique dessus, tout est expliqué. Ça reste assez simple. En général, il faut juste aller créer une API pour avoir une clé pour pouvoir le faire. Et tout est expliqué quand on clique sur configurer. Pour l'occasion, nous, on va rester sur, pour la création du site, sur les connexions locales et Azure Active Directory. Et je vais vous montrer maintenant donc, le site. Donc, je reviens sur Applications. Et donc, quand on ne touche absolument à rien et qu'on clique sur le site, hop, on a donc un lien qui s'appelle Club. Alors, je l'ai appelé PBI Live. Et après, on a toujours powerappsportal.com. Bien sûr, par la suite, si on veut, on peut changer l'adresse en utilisant un nom de domaine. Et donc, quand on arrive, quand on vient de le créer, on a juste cette partie-là. Vous voyez, et c'est toujours pareil. Donc, la première chose qu'on va faire, très facilement, par exemple, déjà, c'est se connecter. Parce qu'une fois qu'on se connecte, on va pouvoir accéder au mode édition, puisque je suis propriétaire du site. Donc, si je clique sur se connecter, bon, normalement, c'est rapide, c'est juste le partage de l'écran qui doit être un peu plus long. Jérémy, en attendant que ça charge, il y a des questions qui arrivent sur le chat. Est-ce que tu veux en prendre quelques-unes au fil de l'eau ou à la fin? Mais vas-y, parce que je peux me connecter. Donc, je me Ouais. connecte et puis j'en prendrai après. Allez, multitasking. Exactement. Hop. Oui, du coup, on peut t'en Ouais, poser vas-y, une? pose une question, vas-y, Ouais. vas-y. Il y a Franck qui nous demande, alors il y a une première question sur c'est quoi la différence entre Power Apps Canvas et Power Apps Portal. Bon, on y a plus ou moins répondu à l'écrit. Je ne sais pas si tu veux apporter des éléments là-dessus. J'ai Et pas la vu. deuxième question, c'était quelle licence il faut pour créer et pour consulter sur Power Apps Portal. Est-ce que tu as prévu de parler du volet licensing à la fin de la session ou pas? Non, parce que c'est assez long et puis il y a encore plein de flou là-dessus. D'accord. En résumé, pour le licensing, il faut, si c'est sans, c'est ce qui est annoncé par Microsoft en tout cas, sans connexion, c'est-à-dire sans avoir le mode de connexion pour identifier l'utilisateur, c'est environ 84 € par mois pour 100 000 connexions, 100 000 sessions par mois. Si on fait le mode se connecter, donc authentification de l'utilisateur, donc comme je viens de montrer, c'est aux alentours de 160 € par mois. Et là, la question, c'est toujours de se dire, est-ce que c'est 100 logins différents dans le mois ou 100 logins différents par jour? Il y a un grand débat là-dessus, c'est assez flou. Et j'ai fait pas mal de tests et je n'ai toujours pas trouvé le résultat. C'est pour ça que je me méfie un petit peu, je ne m'engage pas. Et par rapport à l'expérience que j'ai faite de la mise en production de sites, pour l'instant, je n'ai jamais eu à payer ni l'un ni l'autre. Par contre, ils m'ont demandé à payer
du Dataverse, en fait, la partie fichier et la partie stockage de données. Où là, je suis obligé de racheter des gigas. Parce qu'en fait, à la base, on n'a qu'1 giga et c'est très vite limité. Ouais. Ok. Donc voilà, pour les premières questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il Voilà. y en a, mais vas-y, on va te laisser dérouler. Ouais. Donc je vais revenir sur la page d'accueil. Donc voilà, quand on arrive sur la page d'accueil, parce que je me suis connecté, donc j'ai mon nom là-haut, et j'ai ici un petit menu qui me dit que je vais pouvoir modifier les choses. Et en cliquant tout simplement sur modifier, je vais pouvoir modifier ma page directement. Donc là, je pourrais très bien mettre bonjour, bienvenue dans les portails Power Apps du club Power BI, par exemple. Oh, j'ai un petit problème d'affichage. Donc je sauvegarde et puis après, hop, je l'enlève. Enregistrer. Et... Bon, si c'est bon, ça met un peu de temps. Donc voilà, j'ai pu le modifier directement. Bien sûr, on peut faire comme ça, mais on peut également ouvrir directement le portail en studio, le studio. Donc en fait, vous avez vu dans Applications, je vous ai montré tout à l'heure, soit je clique dessus, ça va m'ouvrir le portail, c'est un peu le même principe que dans Power Apps, soit je vais pouvoir directement modifier, et quand je clique sur Modifier, ça va m'ouvrir le Power Apps Studio, Portal Studio, c'est un peu long à dire. Et donc là, je vais arriver où je vais pouvoir tout paramétrer. On voit tous les objets. Sur la partie de gauche, je vais avoir mes différentes pages qui sont proposées, qui correspondent à mon menu en haut. Ici, je vais avoir les objets que je vais pouvoir insérer. On voit notamment Power BI. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ici, je vais pouvoir modifier le thème. Donc, l'idée, c'est comme on est au Club Power BI, hop, je vais cocher, puis on va mettre un peu du jaune. Hop, je vais cliquer 2 fois. Donc voilà, c'est pour ça que je m'étais amusé tout à l'heure à mettre du jaune et noir. Voilà. Et donc de suite, après on peut changer évidemment les couleurs du thème. Une fois qu'on a mis en place les changements qu'on souhaite, il suffit de cliquer sur parcourir le site web, ça va nettoyer le cache et après du coup on va pouvoir voir le résultat directement. Vous voyez, on l'a directement et on voit les différentes pages qui étaient dans le studio. Et ici, il faut revenir directement dans le studio. Pour l'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, l'idée, ça va être, alors je vais vous montrer la page, donc ça c'est sur un autre environnement, de pouvoir créer un petit formulaire dans lequel on va pouvoir rentrer différentes informations. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir qu'on crée dans Dataverse les différents champs qu'on va vouloir saisir. Donc on va pouvoir saisir nom, genre, avec une petite liste déroulante, ville, pays, voilà. Le niveau Power Apps Portal et le niveau Power BI. Et puis ensuite, une fois que chacun aura saisi, on va pouvoir voir la liste des réponses. Donc, je vais vous montrer comment on affiche la liste des réponses ici. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir utiliser Power BI pour afficher les réponses avec du Direct Query directement connecté à mon Power BI, à mon Dataverse. Donc, voilà ce qu'on va faire un peu dans, j'ai envie de dire dans l'heure, mais un peu moins maintenant, sur ce Power Apps. Donc la première chose à faire, évidemment, si on veut créer un formulaire, ça va être de créer une table dans laquelle on va avoir différentes données, différentes colonnes. Donc je ne sais pas si vous connaissez Dataverse. Alors je vais revenir dans Power Apps. Donc le Dataverse, c'est vraiment un service de base de données de façon hyper simple pour le portail. Et on peut s'en servir aussi pour Power Apps ou pour d'autres utilisations. Donc pour y accéder, je vais ici dans Données et j'ai mes tables. Donc là, je vais pouvoir voir toutes les tables qui ont été créées automatiquement lorsque j'ai créé mon site portail. En cliquant ici, je vais pouvoir filtrer et voir uniquement certaines tables personnalisées. Donc là, je n'avais créé une pour tester. Donc là, l'idée, c'est qu'on va en créer une nouvelle. On va partir vraiment de 0. Je vais faire une nouvelle table. Et donc là, il va me demander le nom de ma table. Donc, je vais l'appeler Club Power BI. Voilà. Ça s'appelle comme ça. Ici, il y a un préfixe que je ne peux pas changer, qui est directement lié aux tables personnalisées dans le Dataverse. Et puis, je vais mettre la première colonne en fait principale. Donc là, je vais l'appeler le nom. Ça va être le nom de la personne qui va saisir les informations.
Bien sûr, je fais des choses assez simples hein, pour l'instant. L'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser derrière. Donc, vous voyez ici maintenant, j'ai ma table qui a été créée avec une première colonne. Et l'idée, c'est que je vais pouvoir en créer d'autres derrière. Je vais créer toutes celles que j'ai montrées. Donc, on va créer la ville, le pays. Donc, pour ça, c'est assez simple. Hop, voilà. Je vais aller dans les tables, les colonnes personnalisées. Je verrai que celles que j'ai créées. Je vais cliquer sur « Ajouter une colonne ». Pour la ville, évidemment, ici, c'est un type de données texte. Donc là, on peut choisir tous les types de données possibles. Et on va faire OK, on va faire assez simple, de façon à aller assez vite sur cette partie-là. Ensuite, je vais mettre pays. Et puis, je vais mettre le niveau portal, par exemple. Je vais l'appeler comme ça. Hop. Je vais appeler Power Apps en entier. Voilà. Ici, le niveau, on va aller par exemple de 1 à 4. Et donc, je peux même aller dans la partie avancée, lui dire quelle est la valeur minimale et la valeur maximale. Je vais refaire la même chose avec le niveau Power BI. Et puis ici, je vais mettre un entier. Pareil, de 1 à 4. Il ne me manque plus qu'une chose, c'est de savoir le genre de la personne. Donc là, je vais ajouter une nouvelle colonne. Je vais l'appeler genre. Et là, l'idée, c'est pas du texte, on va laisser un choix entre deux options. Et donc pour ça, on va pouvoir utiliser la partie qui s'appelle options. Et donc dans options, je vais accéder à de nombreuses tables qui sont déjà préparées. Et normalement, je n'avais déjà créé une qui s'appelle genre. Et là-dedans, je vais avoir homme-femme. Je peux mettre une valeur par défaut si j'ai envie. Et je peux même pouvoir modifier ici ajouter un nouvel élément si je veux. Donc là, je mets OK. J'enregistre ma table. Et donc là, j'ai une table dans laquelle je vais pouvoir enregistrer mes données directement depuis le portail. Une fois qu'on a créé les tables, vous voyez qu'on a pas mal d'options qui s'affichent ici. En fait, on a notamment une partie, donc là, on va créer qu'une table, donc on n'a pas besoin de relation avec d'autres tables, mais on pourrait très bien créer des règles d'entreprise ou modifier l'affichage. Là, ça va être très important pour nous parce que l'affichage, c'est un peu la liste qu'on va utiliser pour afficher toutes les données. Vous vous rappelez, quand je vous ai montré ici hop, la liste des réponses, j'ai fait nom, ville, pays, genre et les niveaux. Et donc l'idée, c'est de construire cet affichage-là. Donc je vais revenir ici, dans affichage, et puis je vais modifier Club Power BI actif, par exemple, c'est celui qui est par défaut. Et donc là, directement, il me propose nom et créez-le. Moi, je vais rajouter, ici, je peux les rajouter directement, ville, pays, niveau Power Apps, portal, hop, voilà. Et puis, je vais déplacer créez-le, je vais le mettre à la fin. Hop. Vous voyez, ça reste assez simple, hein, en fait, à utiliser. Et donc là, automatiquement, je verrai cet affichage-là quand je vais l'utiliser tout à l'heure dans mon portail. Il suffit d'enregistrer et de publier derrière pour pouvoir être utilisé. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire également créer mon formulaire, puisque l'idée, c'est d'avoir un formulaire de saisie. Donc, tout se fait directement au niveau du portail. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme dans le Power Apps modèle data driven. Donc, ici, je reviens sur mes tables. J'ai bien celui-ci que j'ai créé. Je vais aller dans formulaire. Dans formulaire, je vais en ajouter un carrément, un formulaire principal que je vais appeler. Je vais donner un nom. Je vais l'appeler ici Club Form pour aller vite. Et ici, il va me proposer voilà, nom, propriétaire. Donc l'idée, c'est que je vais pouvoir rajouter des champs. Et donc, je vais lui dire de me rajouter le genre, par exemple. Voilà. Ville, pays, le portail et niveau Power BI. Je crois que j'ai tout mis. Le propriétaire, je ne suis pas obligé de l'afficher systématiquement. Donc, je peux juste cliquer dessus et le masquer. On voit que nom est obligatoire. Donc, il y a une petite étoile. Et donc là, je vais pouvoir enregistrer
mon formulaire. Et le publier. Donc là, on a créé vraiment toute notre base qui va nous permettre de saisir les données et de les afficher. Donc maintenant, l'idée, c'est de pouvoir intégrer tout ça directement dans notre portail. Donc je vais revenir sur le portail, ici. Hop. Je ne sais pas s'il faut actualiser, on va actualiser au cas où. Pendant ce temps-là, s'il y a une question, peut-être. Il y avait une question tout à l'heure de Naïm sur... elle a été répondue par Joël. Merci C'était Joël. de savoir si on pouvait bénéficier de la RLS qu'on trouve dans un modèle Power BI, mais étant donné que tes données viennent d'un modèle Dataverse, en gros, si je résume, est-ce qu'il y a une sorte de RLS sur le modèle Dataverse? Alors, on peut le faire. Après, c'est des options puisqu'on va pouvoir gérer la sécurité. Donc, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais en fait, on peut gérer toute la sécurité avec des rôles. Et puis, du coup, on va pouvoir aussi faire des filtres par rapport à la personne qui s'est connectée, en utilisant notamment le langage qu'on appelle le Liquid. C'est un langage en fait qui est directement intégré et utilisé dans Power Apps Portail, qui va permettre de récupérer les données du Dataverse et pour pouvoir les utiliser. Là, c'était un peu technique, du coup, j'en parle pas, mais je vous montrerai des sessions, des liens que je vous donnerai à la fin, à la rigueur, de sessions que j'ai fait notamment avec Gilles Pommier sur des conférences où on parle un peu plus du Liquid et comment on intervient à ce niveau-là. Donc là, je vais rester sur des choses simples que j'ai le temps de faire dans 1 heure. En fait, c'est un peu ça l'idée, et d'amener le Power BI directement embarqué dans ce Power Apps Portail. Bon, on garde la question qui vient d'arriver pour la prochaine série de questions. Ça marche, merci. Du coup, je viens dans le studio. Là, l'idéal, c'est que je vais créer une nouvelle page. Donc, je vais mettre, par exemple, ici dans Service. Alors, j'ai plusieurs pages qui sont créées au départ. Soit je peux les supprimer, soit je peux les masquer. Donc, quand je masque, ça va les masquer automatiquement de mon menu en haut. Voilà, je peux les masquer. Et puis, je vais pouvoir en rajouter une. Donc, je me dis, je vais rajouter une page enfant. Et l'idée, c'est de se dire, celle-ci, ça va être là où je vais saisir mon formulaire. Hop, on va masquer ça. Quand je vais sur la page enfant, donc ici, je vais donner le nom de la page. Donc là, ça va être mon formulaire. Je vais être très créatif. Hop, il faut donner une URL. Hop. Voilà. Et puis ici, je vais prendre une page avec lien enfant, ce qui me permet de récupérer tout le chemin en haut. Et l'idée, c'est qu'ici, je vais créer une nouvelle. Alors ça, je n'ai pas besoin, c'est un exemple. Je vais supprimer. Et puis, je vais rajouter des objets. Donc, vous voyez ici, je crée des objets. Je vais créer une section à une colonne. Donc, pourquoi créer une section là? Et puis, dans cette section, je vais rajouter un formulaire, puisque c'est ce qu'on a envie de faire, de pouvoir créer ce formulaire-là. Donc, quand j'ai le formulaire qui apparaît, ici, il me propose soit d'utiliser un formulaire existant au niveau du portail, donc je n'ai pas encore créé, soit d'en créer un. Donc là, je vais l'appeler form club PBI, par exemple. Ensuite, il me dit sur quelle table du Dataverse je veux me baser. Et donc, c'est là où je vais chercher et je vais retrouver Club Power BI que j'ai créé tout à l'heure, qui est ici. La disposition du formulaire, donc là, je vais reprendre celui que j'ai créé tout à l'heure. Vous vous rappelez, juste à l'étape d'avant, dans le Dataverse, j'ai créé un formulaire qui s'appelait Club Form. Donc, je vais le réutiliser. Et là, je vais pouvoir choisir le mode. Donc, soit inséré, soit modifié, soit en lecture seule. L'idée, c'est de pouvoir créer et donc d'insérer des données. Donc, on va mettre un mode inséré. Ensuite, j'ai plusieurs options. C'est juste pour vous montrer, mais on ne va pas les utiliser. C'est qu'est-ce que je fais en cas de succès? Est-ce que j'affiche un message? Ou alors, je peux aussi avoir d'autres, on verra dans d'autres options, on peut rediriger vers un autre formulaire, revenir sur la liste, on va pouvoir aller vers une autre page et décider un peu ce qu'on fait, ou changer le message. Et le dernier point, dans les paramètres avancés, on va même pouvoir afficher un CAPTCHA pour les utilisateurs anonymes. Je vais le décocher pour éviter d'en saisir 50 aujourd'hui. Et aussi pour les utilisateurs authentifiés. Je peux décider l'un ou l'autre. De façon générale, l'idée, c'est aussi d'activer les autorisations de table, ce qui va me permettre de gérer les autorisations avec tous les rôles pour chaque personne qui va se connecter.
Donc voilà. Là, je ne vais pas les cocher parce que l'idée, c'est qu'on puisse aller rapidement et qu'on puisse saisir les données. Une fois que j'ai fait ça, voilà, c'est enregistré. Je parcours ici sur le web. On va voir comment ça se présente. Et voilà, on peut voir que maintenant, ici dans Service, j'ai mon formulaire qui apparaît, mon onglet formulaire. Et ici, je vais pouvoir saisir les informations. Donc si je tape, par exemple, hop, ici mon nom, hop, homme, France. Le niveau portail, allez, je vais mettre 3 sur 4. Et 3 sur 4, histoire de voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez le résultat, c'est l'envoi est réussi, c'est ce que je vous ai mis tout à l'heure. Maintenant, l'idée, ce serait de voir les données. Donc, première chose, déjà, je vais revenir ici, je suis sur mon Dataverse. Hop, je reviens en arrière. On va actualiser les données, puis on va regarder un peu si je sais plus créer. Et voilà, on voit bien ici que mes données ont été créées. Donc là, je le regarde dans mon Dataverse. Maintenant, l'idéal, ce serait de pouvoir le faire dans mon rapport, dans mon portail, d'afficher cette liste. Et juste avant, je vais vous montrer une petite chose, c'est que ici, quand je regarde ma liste là, si j'affiche les détails, je vais pouvoir afficher un formulaire. Bon, c'est un peu lent. Bon, c'est parce que c'est lent. Mais l'idée, c'est d'afficher aussi les données directement quand je clique sur afficher. Et donc pour ça, on va pouvoir, est-ce qu'en faisant comme ça, voilà, ça s'affiche mieux. Je vais pouvoir afficher ici, et donc il va falloir que je crée aussi également un formulaire pour qu'il s'affiche. Donc pour ça, je vais aller ici dans mes applications, dans la gestion du portail que je ne vous ai pas encore montré. Donc la gestion du portail, soit je vais aller dans Club Power BI Live sur les 3 petits points et je vais aller dans Paramètres, soit je clique directement dessus. Hop, voilà. Et là, je vais avoir la gestion de mon portail avec de nombreuses options, le site, les paramètres du site. Donc là, on a pas mal d'options. Voilà, là, ça commence à être un peu plus technique sur les authentifications, tout ce que je veux faire, tous les paramétrages en fait que je pourrais avoir. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est les fameux formulaires qu'on a utilisés, les fameux formulaires d'entité. On en a créé un, vous vous rappelez, c'est le Form Club Power BI. Si je clique dessus, on va regarder le détail. Il se base sur l'entité. Donc ça, l'entité, c'est la table qu'on avait créée. On l'a appelé Club Form et l'idée, c'était d'avoir un mode inséré. Et on n'avait pas coché les autorisations d'entité. Donc maintenant, je vais en créer un nouveau. L'idée, c'est de se dire, je vais créer le même, mais pour l'affichage. Hop, je vais le faire comme ça. Hop, mince. Puis je vais mettre display. Hop, pour l'affichage. Le nom de l'entité, mais c'est pareil, je vais choisir mon entité qui est ici. Le nom de formulaire, c'est le même formulaire, mais ce coup-ci, je ne vais pas l'afficher en mode inséré, mais ce sera plutôt en mode lecture. Le nom de l'onglet, c'est l'onglet général, puisque vous avez vu, quand j'avais créé mon formulaire, il y avait plusieurs onglets. Le type d'enregistrement, c'est une chaîne de requête. Et le site web, c'est le portail de démarrage. C'est toujours pareil, il n'y a pas à se poser plus de questions. Et une fois que j'ai fait ça, je fais enregistrer et fermer. Et donc là, j'ai un deuxième formulaire que je vais pouvoir utiliser tout à l'heure pour afficher mes données, comme je vous ai montré dans l'exemple. Donc là, à présent, on va retourner dans le portail et on va créer la liste des réponses. Donc, je vais dans le studio. Je vais créer une nouvelle page. Hop, je suis là. Ajouter une page enfant, comme tout à l'heure. Je peux la déplacer au-dessus si je veux, pour l'avoir avant formulaire dans ma liste déroulante. Et ici, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler liste des réponses. Et là, URL, liste. Voilà. Donc, même principe que tout à l'heure. Ici, je vais faire quoi? Je vais enlever cette partie-là. Je vais rajouter une section à une colonne. Et ici, maintenant, au lieu d'utiliser un formulaire, je vais ajouter une liste. Et donc là, je vais ajouter ma liste. Et je vais en créer une. Et je vais l'appeler liste club, par exemple. La table, c'est comme tout à l'heure. On va utiliser la même table. Donc, je suis allé trop vite. Allez ici. Et là, je vais pouvoir sélectionner une vue. Vous vous rappelez, les vues, c'est les affichages que j'avais créés tout à l'heure.
celle que j'ai utilisée, c'est Club Power BI actif. Donc je lui dis que je vais utiliser celle-ci. Et là, je lui dis ce que je veux faire directement depuis cette liste. Je vais pouvoir créer un enregistrement, je vais pouvoir afficher les détails, mais par exemple, je ne vais pas pouvoir modifier ni supprimer. Donc quand je crée un enregistrement, il me propose soit d'utiliser un formulaire, soit d'utiliser une page web, ou soit une URL. Moi, j'ai déjà créé la page web, puisque vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai créé ma page web formulaire, qui est là. Donc je lui dis que lorsque je vais vouloir créer, je veux que ça m'emmène sur cette page web. Par contre, pour l'affichage des détails, je vais juste afficher une fenêtre qui affiche les détails, donc juste un formulaire, et je vais utiliser ce formulaire-là que j'ai créé. D'ailleurs, il ne me l'a pas pris, normalement c'est celui qui est en display. On va juste enregistrer. Je vais faire un petit F5 parce qu'il ne l'a pas pris en compte en fait, que je l'ai créé juste après. C'est bien les démos en live. Est-ce qu'il y a une question pendant ce temps-là? Pas sur le chat. Hein. Ah si, il y en avait une un peu plus haut, ouais, Jean-Pierre. Sur PowerPoint, Ouais. mais je n'ai pas forcément bien compris la question. Peut-on intégrer des ressources PowerPoint qui seraient partagées entre plusieurs portails? Donc déjà, est-ce qu'on peut faire de l'embedding d'un PowerPoint Alors, sur... PowerPoint, non, mais on peut faire du SharePoint. Mais après, il faut coder un peu, c'est un peu compliqué. C'est assez technique. Mais on peut faire du SharePoint. Et après, par contre, quand on veut ouvrir le fichier PowerPoint, par exemple, il nous le fait télécharger automatiquement. On ne peut pas l'ouvrir en fait sur une autre page. On avait réussi à le faire, mais pour ça, il a fallu qu'on code derrière, parce qu'en fait, c'est Microsoft. On leur avait demandé et ils ne veulent pas qu'on puisse le faire pour l'instant, parce que c'est deux entités différentes. Et il y aura la question des licences derrière à se poser, savoir est-ce que si c'est une personne qui est non authentifiée, est-ce qu'elle va pouvoir y accéder ou pas. Et donc, ça n'avait pas été tranché, donc pour l'instant, on ne peut pas le faire. Il a fallu qu'on le code en JavaScript. Mais en codant, on y arrive. Et parce qu'aujourd'hui, c'est Office Services, enfin, je ne sais plus quel est le dernier nom en date de fait de pouvoir afficher un PowerPoint en ligne, mais voilà, faut être connecté sur le portail. Donc, Voilà, donc comme tu dis, Jérémy, c'est pas la même famille hein, d'outils. c'est ça. Hop. Je l'ai appelé comment? Club, liste club. Ça ne l'a pas créé tout à l'heure, je n'ai pas enregistré. Donc, hop. Et normalement, je devrais voir créer un enregistrement. On va voir ici, formulaire. Voilà, je l'ai ce coup-ci. Et là, c'est pas formulaire, mais page web. Formulaire. Voilà, les paramètres. C'est le nombre d'enregistrements que je vais afficher par page. Je peux laisser à 10. Et là, on va vérifier, on va regarder. Donc ça enregistre et en même temps, ça va rafraîchir le cache pour pouvoir l'utiliser. Et ça emmène directement sur la bonne page. Et donc là, si on regarde, je n'ai pas de réponse. J'aurais dû en avoir une. Ah voilà. Voilà, on voit la réponse de tout à l'heure. Et donc là, si je fais créer, ça devrait m'emmener voilà, sur le formulaire. Je peux revenir en cliquant dessus, sur service, et puis ici, je lui dis, je veux aller voir ma liste des réponses, ou je peux aller directement ici. Quand je clique là, ça m'ouvre la fenêtre, et je peux avoir l'affichage des données. Il met du temps à afficher. Mais voilà en gros le principe de la liste et du formulaire. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on a tout créé. Ce serait de pouvoir faire ça dans Power BI. Parce que c'est quand même un peu le but aussi d'intégrer du Power BI. Donc pour ça, on va retourner sur le côté Dataverse, dans les tables. Et là, ils ont créé quelque chose de magique qu'on n'avait pas il y a un an, qui est assez génial. C'est ici, quand je fais dans Données, j'ai analysé dans Power BI. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Il me propose un fichier qui se termine par PDIDS. Ça vous parle sans doute, parce qu'on en a parlé, enfin vous en avez parlé, je crois, dans d'autres clubs Power BI. Et l'idée, c'est vraiment le lien de connexion pour pouvoir se connecter à une source de données. Donc là, quand je clique dessus, ça m'ouvre un Power BI avec la connexion directe qui est préparée au Dataverse. Et là, en direct query. Donc là, vous voyez, j'ai directement, on va voir normalement toutes mes données, toutes mes entités, et je vais pouvoir trouver, hop, ça met un peu de temps à charger, le club Power BI qui est ici. Et donc, si je le charge, si je transforme les données déjà, on va voir.
Voilà, vous êtes dans un terrain un peu plus connu, donc ça va être un peu plus évident. Une fois qu'on a là, en fait, il va nous récupérer toutes les données de notre table, pas uniquement ce qu'on a créé. Donc si je vais dans choisir les colonnes, par exemple, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on a créé. Vous voyez, il y a tout ça. Et celle qu'on a créée, c'est celle qui commence par CR0AB. Donc nom, le genre. Pour le genre, vous voyez, il y a genre et genre name. Et je vais vous montrer un peu la différence. Donc on va faire trier par nom. Comme ça, je vais vous mettre toutes celles qui commencent par CR0. Hop. Vous puissiez voir. Et donc voilà, dans le genre, en fait, ici, vous voyez, j'ai un code. Par contre, genre name, j'ai la correspondance, puisque c'est une liste d'options en fait, qui est directement dans le Dataverse. Donc évidemment, ce code-là, je ne vais pas m'en servir. C'est celle-ci qui va être utile pour moi. Ah ben, je vois que certains ont trouvé l'adresse, on fait un copier-coller de l'adresse et qui ont commencé à saisir, donc c'est top. Donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir construire un rapport Power BI. Donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. L'idée, c'est que j'ai déjà créé rapidement un rapport. Hop. Alors, je vais fermer ça. Je vais le faire plus tard. Je vais le fermer. Ici, c'est celui qui est sans titre. J'ai voulu me concentrer beaucoup plus sur la partie portail plutôt que la partie Power BI. Donc, du coup, hop, ici, il faut juste que je change le nom de ma table. Donc, au lieu de s'appeler hop, prépa, normalement, je vais faire celle-ci. Et c'est bon. Je vais la charger. Et voilà. Et donc, normalement, je devrais avoir les données qui s'actualisent. Voilà, on a 2 réponses et on voit voilà, d'où viennent les réponses. Donc ça, je sauvegarde et l'idée, c'est de publier donc le rapport pour pouvoir le mettre directement dans le portail. Donc pour info, les filtres, je n'ai pas envie de les afficher au niveau de mon portail, donc j'ai masqué mes filtres. Donc là, je vais publier, hop, je l'enregistre et puis je vais le mettre dans un espace de travail que j'appelle démo ou bac à sable, je vais voir. Je crois que j'ai un bac à sable là, qui traîne. Ah là, tu es en train de te taper le joli bug qui rend fou tous les consultants et les développeurs Power BI en ce moment, la publication sur le service et le switch de tenant. Je ne sais pas si vous avez des problèmes comme ça en ce moment, mais moi, parfois, j'attends 3 minutes avant qu'il fasse le... Ouais, c'est pénible hein, pour les tenants et les trucs Ah comme ouais, ça. non, mais c'est... Et puis ça fait 3 mois que c'est comme ça, quoi. C'est insupportable. Donc voilà, donc là je l'ai fait. Donc je l'ai publié. Donc on peut aller voir. Et normalement, ça devrait le faire. Voilà. Donc maintenant, prochaine étape, ça va être d'avoir ce rapport-là en entier directement intégré sur une page du portail. Hop, possible d'accéder à la source de données. Ah bah oui, on va mettre ici, évidemment. Hop. Hop, je mets ça pour l'instant. Hop, se connecter. Il le demande la première fois, après c'est fini. Parce qu'on est sur du direct query. Voilà. Oui, et puis rappelons-le, le fichier Power BI ne contient pas le mot de passe ou les informations d'identité. Donc c'est pour ça qu'il faut les ressaisir au moins une fois. Tout à fait. Donc normalement là c'est bon. Voilà, presque terminé. Voilà, on a bien ce qu'il faut. Donc maintenant, l'idée, c'est que pour l'importer, il va falloir, alors je vais vous montrer, j'ai fait un petit slide. On a 4 étapes en fait pour l'embedded. Il va d'abord falloir activer la visualisation et Power BI embedded dans le portail. Ensuite, on va créer un groupe de sécurité Azure. On va ajouter un membre, en fait c'est l'utilisateur, c'est l'ID du portail. Et après, on va ajouter tout ça dans le centre d'administration de Power BI. Ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. Donc, première chose, on va activer la visualisation dans le portail. Donc, je retourne ici sur le portail, dans mes applications.
Et là, on va aller sur le dernier où on n'est pas allé encore, dans paramètres. Donc ici, on a le paramètre du site, c'est la gestion du portail. On a vu l'authentification. Maintenant, on va aller sur l'administration du site. Et donc, quand on va sur l'administration du site, évidemment, il faut se reconnecter encore une fois. Ici, il y a plusieurs choses. On a l'ID de l'application, vous voyez. Donc là, je vais me le mettre de côté parce que ça va être utile pour tout à l'heure. Donc, c'est vraiment cet ID que je vais ajouter à mon groupe Azure. Donc, je me fais ça, je me l'enregistre. Voilà. Et ensuite, vous voyez, sur la gauche, on va pouvoir faire pas mal de choses. On va pouvoir configurer l'intégration SharePoint, dont je parlais tout à l'heure, mais on va aussi pouvoir configurer l'intégration de Power BI. Donc, je vais cliquer dessus puisque c'est le but. L'idée, c'est qu'on va activer la visualisation Power BI. Première étape, activer. Et la deuxième étape, voilà, on va activer le service Power BI Embedded. Et donc, pour ça, on va lui affecter l'espace de travail sur lequel est le rapport. Et j'active. Voilà, c'est tout pour l'activation. Vous voyez, c'est pas énorme. La prochaine étape, c'est, on a dit, si on revient là, créer un groupe de sécurité Azure. Donc, je vais aller sur mon portail Azure. Donc, pour y aller, l'adresse portal.azure.com. Et on parle bien sûr d'ajouter un groupe de sécurité. Donc, on va aller sur Azure Active Directory. On va aller sur les groupes. Et puis, on va faire un nouveau groupe. Et là, je vais l'appeler Club Power BI, par exemple. Après, je vais mettre la même chose, peu importe. Voilà, c'est tout. Rien de compliqué. Et après, on va lui affecter, on va aller dedans, donc il est là. On va lui affecter un membre. Ici, je vais regarder les membres. Et je vais... Pourquoi je ne peux pas? Hop. Évidemment. Est-ce que c'était bien celui-ci? Ouais, c'est celui que je viens de créer maintenant. Ouais. Hop. On va faire comme ça, je ne sais pas trop. Bon, mais voilà la démo. Propriété, Vite, ça arrive. Ouais, bah évidemment. C'est bien un groupe de sécurité. Hop. Ok, pourquoi c'est du preview? J'ai fait un truc qu'il ne fallait pas. Je vais en créer un nouveau. Ou j'en ai déjà fait un qui existe ici. Voilà. C'est la même chose. Et normalement... Ah si, là, je peux ajouter un membre. Bon. Donc là, je vais faire mon groupe. Mon code, c'est pas grave, je fais celui-ci. Je regarderai pourquoi, mais c'est la première fois que ça m'arrive, évidemment. Donc là, je mets le code de mon ID de portail. Et ici, automatiquement, il me propose. Je le sélectionne. Voilà. Et je l'ajoute. Donc ici, maintenant, j'ai rajouté mon portail. Est-ce que c'est bien celui-ci? Hop, l'objet ID 1.8. Non, c'est pas celui-ci. Bon, évidemment. Ah, il est là. OK. C'est celui-là. Il commence... Non, c'était l'autre. Évidemment, il s'appelle pareil. Ah, c'est celui-ci, c'est bien ça. Donc là, j'ai créé mon groupe, j'ai ajouté un membre. Maintenant, il faut que j'aille dans Power BI, centre d'administration. Donc pour aller dans le centre d'administration, on va aller ici en haut à droite, paramètres, portail d'administration. Et l'idée, c'est qu'il faut que j'affecte maintenant ce groupe Azure à mes paramètres clients pour la partie développeur. Donc ici, je vais dans paramètres du client. Je descends ici jusqu'à paramètres du développeur. Il y a beaucoup d'options. Et vous avez autorisé les principaux, c'est une bonne traduction française, de services à utiliser les API Power BI. Et donc, c'est ici que je vais rajouter mes groupes de travail. Donc là, évidemment, celui-ci, je vérifie, c'est bien celui-ci que j'ai créé, qui s'appelle PBI Portal Club Power BI. PBI Portal Club Power BI, donc il a déjà été rajouté. Mais sinon, il suffisait de rajouter voilà, Club Power BI.
Voilà, il suffit de faire comme ça et ça le rajoute automatiquement. Je fais appliquer. Et là, c'est bon. Je vais pouvoir maintenant insérer mon rapport Power BI directement dans le studio, dans le portail. Je retourne donc sur le portail. Je dois être à peu près par là. Hop, on va me fermer. On va revenir ici pour recharger tout ça. Et ici, on va faire modifier. Donc, l'idée, c'est qu'on va créer une nouvelle page dans laquelle on va insérer le rapport Power BI. Donc, comme tout à l'heure, là, je vais ajouter une nouvelle page. Je vais la mettre là, par exemple, ce coup-ci, sous la page d'accueil pour la voir juste en haut. Je vais la remonter d'un cran. Est-ce que je suis bien dessus? Non, elle est là. Là, je vais l'appeler Power BI, par exemple. Ici, PPI. Et là, je dis que c'était page avec lien enfant. Comme ça, on va voir le libellé. Et puis, on aura, comme tout à l'heure. Donc ça, pareil, je l'enlève. C'est une petite phrase qui ne sert pas à grand-chose. Pour information, les pages web, il existe plein de templates, comme vous avez vu sur la droite, de base, et on peut créer aussi plein de templates. Donc là, je vais rajouter une section. Et puis, bien sûr, le moment tant attendu, c'est le rajout de Power BI. Évidemment, je l'ai rajouté au mauvais endroit. Je vais le mettre ici. Le rajout de Power BI. Donc là, je l'ai. Il me demande le type d'accès que je veux utiliser. Donc, j'ai trois possibilités, soit pour mes clients, donc c'est des embedded, parce que ça peut être, c'est en dehors de l'organisation. Soit c'est pour l'organisation, et à ce moment-là, on va utiliser les utilisateurs authentifiés Azure Active Directory, ou soit ça va être publié sur le web, où là, on peut mettre juste l'iframe qu'on récupère quand on publie directement le rapport. Nous, on a fait du embedded pour nos clients, donc on va sélectionner celui-ci. On va choisir l'espace de travail. Évidemment, il n'y en a qu'un seul qui est disponible, puisque vous vous rappelez, quand j'ai activé, j'ai choisi l'espace de travail sur lequel je voulais l'associer. Le type, soit je fais un tableau de bord, soit un rapport. Donc, évidemment, moi, je vais choisir un rapport. Je vais pouvoir choisir voilà, celui que j'ai appelé live, qu'on a créé tout à l'heure. Et je peux lui dire la page sur laquelle je vais afficher en premier. J'ai des paramètres avancés. Là, on ne va pas les appliquer, mais je peux très bien ajouter des rôles et des filtres. Et après, on peut aussi bien le faire comme ça, qu'après, on peut aussi rentrer dans le détail et puis coder derrière. Si on veut récupérer des données pour faire des filtres en fonction d'une liste déroulante, on peut faire tout ça. Je l'ai fait pour des clients ou en fonction de la personne qui se connecte, on récupère par exemple son nom de société et on va filtrer le rapport que sur la société. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir regarder le résultat. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Voilà. Donc s'il y en a qui veulent saisir des données, hop, je vous le mets direct dans, hop, je crois que c'est là, dans la conversation. C'est risqué ça. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, je le supprime après. C'est pas grave, je le fais. Je tente. Donc comme ça, vous pouvez aller dans Service, cliquer sur Formulaire et puis rajouter des informations et puis on verra directement ici au niveau du Power BI. Bon, après, je vais revenir quand même sur Power BI. Puisqu'en fait, il y a des petites choses moi, qui m'ont gêné la première fois où je l'ai publié. Il y avait deux choses. C'était déjà le filtre. Je l'ai masqué, mais il apparaît. Donc, il n'y a rien qui apparaît dedans, évidemment, puisque j'ai masqué. Par contre, il apparaît sur la droite. Bon, ce n'est pas terrible. Et en bas, on a la page qui apparaît. Ça ne fait pas très embedded. Donc, pour ça, on a deux possibilités. Enfin, une possibilité, c'est d'utiliser du code, en fait. On va cliquer ici, par exemple, dans Modifier. D'où l'intérêt d'être connecté. Et ensuite, dans Options, on va pouvoir ajouter à cette page du JavaScript personnalisé et modifier les CSS. Donc, c'est là que je vous perds tous. Donc, le JavaScript, en fait, j'ai récupéré, parce que j'ai absolument rien créé du tout, un code où dedans, je vais pouvoir récupérer les informations du portail. Et surtout, je vais lui dire quoi? Ici, que je veux masquer mon panneau filtre et que je vais masquer en bas la page de navigation. Donc, une fois que j'ai fait ça, je fais enregistrer.
simplement. Et là, je devrais voir. Normalement, vous voyez, la page à filtre qui a disparu. Et je vois qu'il y a beaucoup de monde qui commence à répondre. Et en bas, on a la page qui a disparu aussi. Par contre, il y a encore une chose qui m'embête. C'est ce cadre-là. C'est quand même pas terrible. Donc ça, quand on veut retoucher un peu les cadres, tout ça, c'est du CSS. Alors là, je n'ai fait un tout simple qui est juste pour cette page. L'idée, c'est que pareil, dans les options, je vais aller dans le CSS personnalisé, puis je vais rajouter pour toutes les iframes de cette page, border, no one. Donc du coup, on va supprimer toutes les bordures de toutes nos iframes de la page. Je fais enregistrer. Et normalement, ça devrait disparaître. Voilà. Et voilà, on n'a plus le contour, et donc quelque chose de totalement bien intégré, comme si c'était une seule page. Et bien sûr, on va pouvoir cliquer sur Paris, tout va fonctionner très bien. Voilà. Voilà. On voit le niveau du portail, le niveau Power BI, qui est quand même pas loin de 3 sur 4, c'est un bon niveau. Et je ne sais pas si certains ont essayé d'aller directement de cliquer sur Power BI, de le voir, mais normalement, si tout va bien, vous devriez y avoir accès. Est-ce que c'est bon, vous y arrivez? Ah, Ça génial. marche. Donc, je vous ai mis un peu tout ça, les codes. Je ne sais pas comment on fait pour partager tout ça après le rattacher derrière directement à la vidéo YouTube. Mais je vous ai mis vraiment tout le détail. Comme ça, si jamais vous voulez le refaire, et notamment le JavaScript avec le code, et même un peu plus complet, puisqu'on voit qu'on peut travailler sur les bookmarks, sur les fichiers, les sélections, les slicers, voilà, faire pas mal de choses en fait, en plus de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et je vous ai mis le lien également pour où on voit tout ce détail-là. Ici, je vous ai mis le petit CSS, le petit code. Et là, voilà, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. On a fait quelques conférences avec Gilles Pommier, avec qui j'avais travaillé déjà sur le portail. Et donc, je vous ai remis quelques liens ici sur les vidéos qu'on avait faites. Voilà, vous pouvez revoir différentes parties. On parle de l'intégration SharePoint, on parle de la sécurité des utilisateurs et d'autres petites choses. Sur le dernier, on avait aussi parlé la différence entre les formulaires d'identité qu'on a vu aujourd'hui et les formulaires web. Donc voilà, donc on vous explique un peu tout ça. Et voilà, j'ai fini. Donc s'il y a des questions, voilà. Il est 20h15, j'ai rattrapé un peu le temps. On est pas trop mal, je pense. Franchement, bravo Jérémy. Je pense que honnêtement, c'est la meilleure démo 2021 que j'ai vue pour l'instant. Donc bravo. En plus, tu n'as eu aucun bug. Tu as bien géré ton temps. C'était top. Juste un tout petit, mais, Oui, mais c'était un mais j'avais détail. prévu avant, au cas où. Ah, puis je t'avoue que sur le chat, les gens sont très très élogieux et super contents de ton truc, hein. Franchement, bravo. C'était vraiment top. Bah, merci, ça va donner envie de le faire peut-être. Et puis bien sûr, s'il y a des questions sur le portail ou l'intégration avec Power BI, vous me trouvez bien sûr sur LinkedIn. Et puis il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Hein, Oui, alors pour rappel aussi, la vidéo est enregistrée, hein, donc elle sera republiée le replay sera republié sur la chaîne YouTube du Club Power BI. On vous a mis le lien en début de session. On va vous le remettre là aussi si vous voulez. Jean-Pierre, on a le temps de prendre une ou deux questions à la limite ou... Bien sûr, oui. Ouais, allez-y, c'est le moment. Je vous ai remis en lien la chaîne YouTube du club, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevez des notifications dès qu'on publie une vidéo, comme ça vous permet de les voir en replay. Oui, bah voilà, Jean-Pierre vous a mis carrément le lien vers tout, c'est encore mieux. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question à l'oral. Il y avait une question sur la RLS à un moment donné, mais du coup, tu y as répondu à la fin là, en expliquant que. Non, c'est pas un non, alors je vois un portail égale un workspace Power BI. Non, on peut rajouter plusieurs workspaces Power BI dans un portail. Par contre, c'est un seul portail par environnement. Donc du coup, il faut reprendre un deuxième environnement et très vite, pour créer des environnements, il faut payer du Dataverse parce que c'est ça qui va coûter cher en fait. Et donc du coup, soit il faut un Power Apps plan, moi ce que j'utilise, plan par utilisateur. Donc ça revient quand même à 33,70 € par mois par utilisateur pour faire plein d'environnements.
Il y a une question là sur le fait de changer ta source. Donc, tu as choisi Dataverse, qui est on va dire le choix par excellence ou par défaut quand on fait du Power Apps. Mais si derrière, je veux une base de données, alors la question est sur une base de données on-premise, mais à vrai dire, on pourrait élargir. Si je veux une base de données, qu'elle soit sur Azure ou sur mes data centers, est-ce que c'est possible? Alors, je ne veux pas me tromper, mais en tout cas, ce qui est possible, c'est que, voilà, quoi qu'il arrive, on est obligé d'utiliser Dataverse puisque les données sont celles qui sont utilisées dans le portail. Après, en codant, du coup, il va falloir coder. On va pouvoir accéder évidemment à toute source de données possible. Après, l'autre solution, c'est d'utiliser une connexion, une gateway, justement. Hop, je ne sais pas si on voit encore mon écran. Ouais. Oui. Ici, en fait, je vais retourner là. On va utiliser du Dataflow, en fait, pour récupérer les données, ou alors en créer des connexions. Alors, le Dataflow, je sais que moi, je le fais, ou du coup, on peut actualiser de façon, voilà, ici dans les données, on va pouvoir créer des Dataflow. Donc là, du coup, on peut récupérer des données qui viennent de on-premise, puisqu'on peut créer, évidemment, utiliser une gateway, ou alors on va utiliser je sais pas, avec les connexions, si on peut faire une connexion directement à une gateway. Il y a une passerelle. Je ne l'ai Pour pas moi, il me fait semble encore. que dans connexion, dans ton connecteur, c'était un connecteur SQL. Alors le SQL, je ne sais pas s'il existe, mais c'est plutôt dans connexion que tu vas avoir ton connecteur si Alors, la dans source est connexion, supportée. ouais, la connexion, je pense qu'on pourra voir. Hop. Après, bien sûr, voilà, il y a pas mal de choses. Mais là, on est vraiment sur le Power Apps. Après, c'est comment on Ouais, l'utilise dans le SQL portail. Server. Et dans le portail, après, pour l'utiliser, ouais, hop. Tu as SQL Server, en fait. Tu l'avais Ah, je le voyais, il est voilà, là. il est là. Bon, déjà, c'est du premium. Après, la question, c'est de savoir comment on va l'utiliser dans le portail. Parce que dans le portail, il n'y a pas de connexion comme on peut avoir dans Power Apps Canva. On va pouvoir se connecter directement. Là, toutes les données, avec les outils qu'on a, en fait, en tout cas, utilisent le Dataverse. Après, bien sûr, on va pouvoir coder, hein, c'est du JavaScript derrière, on peut faire voilà, différentes parties web comme on veut. Il y a d'ailleurs un outil, on en parle avec Gilles sur d'autres sessions, hein, qui s'appelle XRM Toolbox, qui a été fait par un Français, qui est surtout pour faire du Dynamics, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le portail, il est vraiment basé sur du Dynamics au départ. Et donc, quand on va sur le XRML Toolbox, j'arrive pas à l'ouvrir, si peut-être. Bon, de toute façon, par rapport au débat sur la gateway, qui fait encore du on-premise, hein? Tout est Xavier, dans, Xavier. tout est dans le cloud maintenant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous encourage à partir sur une architecture avec une base de données locale? Franchement, faut être dingue pour faire ça. il y en a encore beaucoup. Cloud first, plus simple, plus rapide, pas de problème de gateway. Soyons Donc, juste pour pragmatiques. info, ouais, le XRML Toolbox permet d'accéder aux données, va permettre d'accéder aussi à toutes les sources, toutes les pages web. Donc, du coup, on peut se connecter. Nous, ce qu'on faisait aussi pour les sauvegardes, c'est sauvegarder directement sur GitHub. Donc, on faisait une synchronisation, en fait, chaque soir où on allait mettre à jour sur un GitHub pour sécuriser nos sources. Donc, voilà, on peut faire pas mal de choses derrière. On est vraiment dans une technologie quand même web. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est que même si on a des limites aujourd'hui dues aux fonctionnalités qui ne sont pas encore toutes développées côté Microsoft, si on commence à toucher un peu du web, on peut aller plus loin. Mais on peut faire quand même beaucoup de choses déjà dès le début. Et bien sûr, avec du Power Automate, on va pouvoir facilement gérer toute la partie sécurité aussi. Dès qu'un utilisateur se connecte, on va pouvoir gérer l'envoi de mail, on va pouvoir gérer beaucoup de choses en fait avec du Power Automate derrière. Ce qui est assez marrant, là, je vois que tu ouvres XRM Toolbox, hein, c'est qu'en fait, le cœur de la technologie qu'il y a derrière Power Apps, j'allais dire Canvas, Portal, c'est vraiment Dynamics. Et c'est rigolo, on retrouve, pour ceux qui faisaient du Dynamics il y a 10-15 ans, on retrouve finalement des reliquats comme quand on fait du XMLA ou de l'analysis services, donc le moteur qui est derrière Power BI, on peut retrouver des vieux trucs, des vieux reliquats de façon de faire qui n'ont jamais bougé en fait, pour le coup. Donc ça c'est marrant. Ouais, et j'avoue que les premiers mois on l'utilisait, il manquait tellement de choses que souvent on utilisait l'administration Dynamics pour répondre Ouais. à nos problèmes. Et même certains automatismes
qu'on ne pouvait pas faire à l'époque avec Power Automate. Je dis à l'époque parce que maintenant on peut les faire. On les faisait directement sur les flows Dynamics. Donc il fallait vraiment jongler avec les deux. Et moi qui connaissais absolument pas Dynamics, c'était voilà, c'est chaud. Voilà. Non, mais enfin, c'est donc un plus d'avoir cette historique et de connaître ça. Mais ce qui est très fort de la part de l'éditeur, c'est qu'il a réussi à revamper un outil où beaucoup de gens fuyaient en disant oh là, c'est du CRM, c'est du Dynamics, fuyons ça comme la peste, hein. Et finalement, le truc a été revampé avec un studio sympa, des simplifications, des aides qui sont plutôt pas mal, hein. Donc Microsoft a bien réussi ça. Comme ils ont fait d'ailleurs de revamper SharePoint en Teams et Ouais. bizarrement, les gens disent ah, c'est génial, les fichiers ça marche bien. Voilà, mais c'est la même chose que SharePoint avant. Donc voilà, et après on peut. Le low-code, aller comme dit sur- Nicolas. Ouais, bah là c'est du low-code, on n'est pas sur du no-code encore. Mais voilà, on va pouvoir voir par exemple, on a les pages français, on a tout en anglais, on va voir voilà, on va pouvoir analyser, regarder un peu tout ce qu'il y a derrière. Voilà, on peut faire pas mal de choses et voir tout ce qu'on a pu faire derrière. Donc ça, on peut développer, rajouter des choses. On en a fait pas mal au début. Pas mal de. Vous voyez ici, c'est ce qu'on avait, ce que je vous ai montré, le petit code qui permet de filtrer les filtres, de masquer les filtres et les pages de navigation. Il y a une question, mais Joël y a répondu. C'était sur la facturation de Power BI Embedded. Donc, il est sur son rythme à lui. Donc, Power BI Embedded, potentiellement, on peut le mettre en effet sur Azure, en dehors de Microsoft 365 pour le coup, pour que ça coûte moins cher ou qu'on puisse l'éteindre la nuit si on a envie. Justement, c'est l'avantage du cloud, c'est que quand on n'utilise pas, on ne paye pas. Exactement. Après, j'ai essayé de mesurer un peu tout ça. Alors, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se connecte dessus, mais j'ai pas eu de coût pour l'instant. C'est étrange, hein. Par contre, quand la toute première fois, il n'y avait pas le embedded comme j'ai montré là. Quand on l'avait créé, il a fallu qu'on fasse du embedded classique. Donc, on crée un serveur sur Azure, enfin, qu'on crée tout ça. Et là, par contre, on a été très vite limité au niveau volume et il fallait prendre une capacité premium. Oui, parce que là, c'est quand même, je suis en train de me dire si. Mais peut-être que c'est limité à un certain nombre, je ne sais pas, peut-être un volume. Parce que là, ton workspace, il n'est pas du tout premium en fait. Non, non, là, j'ai rien C'est payé. qu'il y a une tolérance. En fait, tu es dans le même embedding que dans du SharePoint, par exemple, ou du Teams, Ouais. qui pose d'ailleurs quelques soucis parce qu'il y a un peu un trou dans la raquette dans le contrat de licence de Microsoft. Ouais, Je ne sais exactement. pas si tu te souviens, Tristan, d'une conversation qu'il y avait eu à ce sujet. Soit, oui, il en y effet. en a même, elles reviennent très souvent, ces conversations, sur ce qu'on peut faire avec les licences. Oui, tout à fait. Oui, parce que là, pour le coup, le workspace n'est pas premium. Il fait du apps owns data, donc il y a quand même de l'embedding. Il y a bien du compute qui fait tourner le rapport. Et on est donc des utilisateurs anonymes qui consommons des rapports et il n'y a pas de premium dans l'équation, ni sur Azure, ni sur Office 365. Donc il doit bien avoir une limitation quelque part. Et pour citer quelqu'un de chez Microsoft, ce n'est pas parce que ça marche que ce n'est pas une violation du contrat de licence. En fait, ils vous autorisent à violer la licence. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que là, ce que tu as fait, Jérémy, peut-être que ça marche parce qu'ils ont quelque part un bout de code qui dit que quand ça vient de Power Apps, pour accélérer ou je sais pas quoi, ils font pas la vérification. Mais à bien vérifier, je dis pas qu'il faut pas le faire ou que c'est pas possible, mais ce n'est pas parce que ça fonctionne que c'est permis par l'utilisation Tout à des fait. licences. Après, Il y avait non, eu un cas d'usage avec SharePoint là-dessus, où finalement tout le monde s'engouffrait en disant bah non, je vais tout mettre dans un SharePoint là que je mets public. Et en fait, non, c'est réservé pour des utilisateurs de l'entreprise. Mais tu sais que c'est pas complètement clair ça, Jean-Pierre, en fait. Mhm. Mais si tu entends Enfin bon, on s'est renseigné un peu auprès de Microsoft, tous n'ont pas le même discours à ce sujet-là. En plus. Ouais. Nous, avec Gilles, on a essayé de demander, on n'a jamais eu des réponses claires. Mais Rien, c'est compliqué d'avoir des réponses claires là-dessus. Non, pour avoir les réponses les plus claires qu'il y a, hein, c'est quand. Alors, c'est malheureusement réservé aux gros clients, mais vous demandez à la personne avec qui vous payez la licence, hein. Et là, donc la compte manager côté France qui gère le compte, mais le problème, c'est qu'il faut déjà être un grand compte pour avoir un account manager pour poser la question. Mais en effet, faites bien attention à ça. C'est pas parce que là, ça marche que ça respecte l'utilisation mais c'est toujours des compliqué, licences. parce que c'est vrai que pour les clients qu'on peut avoir, quand on veut expliquer le coût, c'est toujours difficile, parce qu'on ne connaît pas en fait. Ouais, non, je comprends. Ben, on sera ravis que tu nous repartages
le jour où ça sera plus clair, et n'hésite pas, tu viens Sans toquer à la problème. porte, on refera une petite session, même si c'est que 10 minutes, tu vois, en intro, lors d'une nouveauté, parce qu'en effet, beaucoup de gens se posent la question, hein, et nous y Et je compris. contrôle tout le temps. Hein, justement, des fois, enfin, je booste un peu, je fais des choses, je vois rien. Donc, je me dis, bien, à un moment ou un autre, je vais devoir payer quelque chose. On va voir. Hein. Mais, Surveille tous les jours alors, hein, parce que Tu vas recevoir un coup de je me rappelle d'un test d'un service Azure là, qui m'a coûté 400 €, je suis toujours pas remboursé. Hein. ouais, après, c'est les aléas, mais bon. On verra, on verra. Bon, en tout Mais ouais, je cas, te reprends. il n'y a pas d'autres questions là sur le chat. Donc on va couper On l'enregistrement. va couper, on va te remercier, Jérémy. Avec plaisir. Franchement, encore une fois, je te tire mon chapeau parce qu'en plus, tu as quand même fait beaucoup de choses en live. Tu vois, où tu partais d'une feuille blanche et tu construisais des formulaires, une liste déroulante, les machins. Franchement, c'était. Quelqu'un a dit, voilà, prise de risque, 100% prise de risque, mais super maîtrise, quoi. Donc, Ouais, je l'avais déjà créé plusieurs pour m'entraîner. voilà. Bravo, c'était top. Et du coup, on vous donne rendez-vous le 27 avril, c'est ça, Jean-Pierre? C'est ça, et James Dale. Ah oui, on va changer de sujet là, sur la cartographie. Là. Ouais. En anglais. Exactement, avec un super composant qui, à mon avis, va peut-être devenir le meilleur composant de carto Voilà. après le natif. Voilà. Gratuit. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube. Là. Il faut qu'on batte les Anglais et les Américains. Là. On a passé les 3000. Ça serait pas mal qu'on puisse passer 4000 abonnés là, sur la chaîne YouTube. Allez, Déjà fait. bonne soirée à tous. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée. Merci.